Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax fait par des fans pour des fans. Ce soir, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut. Je suis avec Michael. Salut Michael. Salut. Je suis avec Sam. Salut Sam. Salut. Et ce soir, nous avons également le plaisir d'accueillir un invité au sein de Xamcast, Mathéo. Salut Mathéo. Bonsoir à tous. Sois le bienvenu sur l'antenne de Xamcast. Et puis, Merci on se beaucoup. réjouit déjà de t'entendre dans la rubrique qui te sera consacrée. Du coup, au sommaire de cet épisode 12, nous ferons un débriefing du match du 15 décembre contre le FC Arroux à la Maladière. Donc la rubrique consacrée à notre invité du jour, Mathéo, qui nous parlera de son expérience de supporter de Neuchâtel Xamax. Et puis nos désormais cultissimes rubriques Histoire du club avec les quiz de Sam. Et puis la stat inutile, donc indispensable, de Michael. Michael, il a dû se creuser un petit peu la tête ce soir parce que comme il n'y a pas de prochain match, il a dû nous sortir, voilà, vraiment du fond de son tableau Excel, la stat du jour. Donc on se réjouit déjà de l'entendre sur ce sujet. Voilà, du coup, on peut déjà passer à la première rubrique du jour, le débriefing du match du 15 décembre 2023 contre le FC Arroux à la Maladière. Alors, c'était un match où depuis longtemps, en fait, on est connu Xamax comme un club qui relance les clubs qui sont dans une mauvaise passe. Et puis, c'était le cas du FC Arroux. Donc, voilà, ces matchs, on commence un peu à les craindre en tant que supporter de Xamax, où on se dit, voilà, la dernière fois que ça s'est passé, le FC Ville est venu à Neuchâtel, et puis il s'était effectivement relancé, même s'ils n'étaient pas repartis avec les 3 points, mais ils avaient quand même pris un point. Donc, on se méfie un petit peu de ce match. Alors, après un match compliqué la semaine dernière à Bellinzone et puis des explications claires et précises entre les joueurs et puis les supporters qui avaient fait le déplacement, les joueurs avaient promis de tout donner, de se battre un maximum pour amener les 3 points à la Maladière. Et puis, le résultat a été au bout puisque ce match s'est achevé par une victoire de Neuchâtel Xamax sur le score de 2-1. Donc, messieurs, la traditionnelle question, votre sentiment à la fin de ce match. Honneur à toi, Mathéo. Tu t'es senti comment à la fin de ce match? Alors, soulagé, parce que même si Haro a pas eu tant d'occasions en deuxième mi-temps, c'est vrai que le 2-1 en fin de première mi-temps m'a foutu une certaine frousse, pour parler franchement. Parce c'est ce genre de but qui est encaissé dans les moments un peu clés des matchs, qui peuvent relancer des équipes menées, et on sait jamais trop à quoi s'attendre. Deux buts d'avance ou un but d'avance à la mi-temps, c'est plus du tout la même chose. Mais avec le recul, j'étais assez content de la façon dont l'équipe a tenu ce but d'avance, parce que finalement, Haro a quand même poussé en deuxième mi-temps sans avoir de si grandes occasions que ça. Donc un soulagement, surtout que après la dernière claque, on va dire, prise à Bellinzone, ça aurait été fâcheux de terminer le premier tour sans gagner à domicile, surtout après une entame de match pareil. Bon, voilà, il nous a fait tout le débriefing. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Voilà. Non. Voilà. Du coup, Alex, donc Alex, il était juste devant moi. Il est assis 2 sièges devant moi. Je crois que je l'ai déjà dit. Il a pas bougé beaucoup pendant le match. Il a été assez calme. Hein. On l'a pas vu trop se lever de son siège. Du coup, t'étais comment toi à la fin du match, Alex? Un peu pareil, j'étais un peu soulagé parce que il y a quand même 2-3 fois où on s'est fait des sacrées frayeurs tout seul avec ces relances courtes avec Guivarch qui veut toujours relancer court mais qui se loupe à chaque fois. On s'est fait des grosses frayeurs, mais au moins on a tenu le résultat puis on a ramené ces 3 points. Ok. Alors Sam, lui, il publiait des stories de sa bière, donc ça prouve à quel point le match le passionnait. Toi, t'étais comment à la fin du match, hein, Sam? J'étais content, on va dire que si on était parti avec une défaite, puis on devait attendre fin janvier, début février à la reprise, avec un goût amer dans la gorge, ça aurait été un peu compliqué, même si on a un peu l'habitude sur ça. Mais non, j'étais vraiment très content. Ça fait vraiment plaisir. En plus, j'ai vu un beau jeu sur les premières minutes du match. Je la sentais bien, et puis finalement, c'est parti avec une belle victoire à la clé. Michael, quelque chose à rajouter? Ouais, je suis assez d'accord avec l'aspect crainte qu'a ressenti Mathéo, parce que j'en rigolais entre nous sur notre groupe WhatsApp. Quand il y a eu le 2-1, je le sentais venir qu'on allait potentiellement gâcher le match. Non, mais du coup, très très satisfait, mais et surtout content de revoir une victoire à domicile
et satisfait de la prestation qui était aboutie. On développera pourquoi, mais ouais, un match abouti. Oui, pour la petite histoire, pour nos auditeurs, donc dès que Fazliu a marqué le 2-1, il nous a écrit on va perdre ce match 2-3. C'est tout juste s'il nous a pas dit qui allait marquer les buts et puis à quelle minute ils allaient être marqués. Mais on va dire Michael n'était pas plein d'optimisme pendant Non, ce c'est match. clair. Après, bon, c'est vrai que la deuxième mi-temps qui tombe dans un faux rythme était un peu rassurante. Mais sur le moment, je vois un triple changement. On prend un but directement. Alors, c'est pas vraiment lié au triple changement. C'est nous qui avons offert le but. On le développera après. Mais Mhm. voilà, je vois ça. Je le vois venir qu'on prend un but à la 60e. Et puis ensuite, c'est une galère le match. Et puis tout peut arriver. Alors, du coup, ouais, je comprends le soulagement. Et je le ressens un peu aussi. Je l'ai aussi un peu ressenti. Ouais, moi j'ai eu aussi cette réaction de soulagement, on l'a dit, hein, si on veut prétendre à faire des bonnes performances, on doit imposer notre loi à domicile, on doit se mettre à gagner régulièrement des matchs, sinon on perd toute crédibilité et puis toute prétention au niveau du classement. Et puis, alors tout n'a pas été parfait, on y reviendra au fur et à mesure de cette chronique, mais l'essentiel a été acquis. On a fait ce qu'il fallait pour marquer des buts, on a encaissé, ensuite on a tenu, et puis voilà, c'était au final une victoire complètement méritée pour notre équipe. Les réactions de la communauté. Elles allaient un peu dans ce sens-là aussi. Hein. On a Max qui nous disait une victoire qui fait du bien avant la trêve. Lulu qui nous dit j'ai pas vu le match mais ça fait plaisir. On voit qu'il y avait plus d'envie qu'à Bellinzone. Julien juste satisfaction. Eric qui nous dit engagement, maîtrise, plaisir. Victor qui dit enfin les 3 points, ça fait du bien avant la pause, mais toujours le sentiment où on pourrait faire plus. Victor, il a été un peu exigeant. On y reviendra aussi. Hein. Je pense que ce match aurait pu se terminer sur un autre score que 2-1. Et puis, pour finir, on a Thomas qui nous disait aussi, enfin une victoire, mais faudrait enchaîner et pas en faire une tous les 10 matchs. Voilà. C'est vrai qu'on aimerait bien voir des victoires un petit peu plus souvent que tous les 10 matchs. Donc voilà. Donc, voilà, c'est devant un peu plus de 3000 spectateurs que les Neuchâtelois et les Argoviens se sont présentés face au public. Et puis, un début de match où les Argoviens prennent possession du ballon, on va dire, on n'ira pas jusqu'à dire qu'ils étaient en totale maîtrise, mais ils étaient en tout cas, ils possédaient le ballon, mais on avait l'impression que Xamax leur laissait aussi un peu l'initiative du jeu. Mais on a senti assez rapidement que voilà, Xamax n'était pas venu pour faire de la figuration et que dès la récupération du ballon, en fait, il y avait moyen de faire quelque chose. Alors la première occasion, alors là, j'ai sauté sur mon siège, pas de joie. Enfin, je pensais que ça allait être de joie, mais on a eu un cas de figure extrêmement rare, c'est-à-dire qu'on a Atekame qui a vu sa frappe contrée par son propre coéquipier. Enfin, c'était. Alors, je pense que depuis où vous étiez, Sam, Matteo et Michael, vous avez dû voir encore mieux que nous cette action, mais c'était assez parfait. lunaire quand même. Hein. Ah, j'aurais Voilà. pu les sièges en face. C'était la position parfaite, c'était assez. C'est ça, dans assez un geste de hallucinant. défenseur, Rapp a contré la frappe de son coéquipier. C'était un gros geste défensif, on va dire. Ouais, non, c'est clair. Ouais. Ouais, la passe de Del Toro, Rapp qui, dans son élan, est pas du tout attentif et traîne là où il doit pas, et Atekame qui aurait pu mettre son premier but là. À ce moment-là, on s'est dit non, mais si on Ça commence aurait à été défendre partie pour eux, remise pour Zachary, mais ouais, mais ouais. là, tu te dis si on commence à défendre pour eux, ça va devenir embêtant quand même. Non, c'est clair. Il lui a volé un but, hein, c'est clair. Et puis c'est vraiment de l'inattention parce que un simple coup d'œil en arrière, il voit son coéquipier bien placé qui arrive lancé et puis c'était but. Hein, Hubel était pas bien en place, donc c'est clair que ça se matérialisait directement en but. Ouais, Et mais là, moi il fait pas personnellement, je me suis attention. dit, ouf, ça commence bien. Hmm. Ça va être long ce match si c'est comme ça tout du long. Et puis, fort heureusement, ça a pas été le cas. Donc, en fait, voilà, il y a un premier basculement dans le match. Il y a en fait une grosse occasion argovienne, et puis derrière une grosse occasion neuchâteloise. Alors l'occasion argovienne ne finit pas au fond, et puis celle de Neuchâtel finit au fond. Mathéo, tu te souviens un petit peu tu arrives à raconter le but, le premier but de ce match et le premier but aussi de Zachary Atekame?
Bah, c'est des magnifiques débordements sur la gauche de Surdé, hein, qui finalement est un joueur dont on dénote, enfin, on note l'importance match après match et même son côté indispensable parce que finalement le jeu offensif est plus du tout le même avec ou sans lui, mais superbe débordement sur la gauche. J'ai bien aimé le petit coup d'œil aussi laser qu'il a eu au deuxième poteau avant de glisser ce ballon à terre. Et puis Atekame qui se trouve magnifiquement au deuxième poteau pour conclure. Voilà, c'est sûr que on a l'importance sur ce match-là, on voit l'importance sur ce match-là d'un joueur comme Surdé et la différence dans le jeu offensif de Xamax quand il est pas là, comme à Bellingham par exemple. Ouais, ouais. Moi, j'ai apprécié même le tout début de l'action. Je crois que c'est Winkler hein, qui lance sur D. Et puis, il en a fait plusieurs, hein, des passes comme ça, Winkler, sur ce match où il a cassé un Il est peu les assez à lignes. l'aise. Ouais, il est assez à l'aise. Et puis, celle-ci, elle était laser. Elle a flirté avec la ligne. Aucun défenseur argovien n'a pu la contrer. Elle était vraiment dans le bon timing de sur D. Et puis après, effectivement, toute l'intelligence de Franck Surdé, mais aussi la rigueur technique. Hein. Il suffit pas juste de vouloir faire ce qu'on veut, il faut encore avoir ouais, la justesse technique derrière pour réaliser le bon geste. Et puis là, bah, je crois qu'on a vu à la réaction de la TKM qu'il était content, mais il a surtout adressé un signe en direction de Surdé jusqu'à ce qu'il vienne vers lui pour fêter ce but. Ben voilà, un joli cadeau d'anniversaire pour ATKM qui fêtait, si je me trompe pas, ses 20 18. ans 19 ou 20 ans 19 19 ans, ans. sauf erreur. 19 ans. 19, ok. 19 ans, et ouais, il a fêté quoi? C'était vendredi ou jeudi, hein? C'était il y a pas longtemps. Non, c'était jeudi, je crois. Donc voilà, un beau cadeau d'anniversaire pour lui. Son premier but, si je ne m'abuse, en Challenge League. Oui, il a pas scoré, hein, dans ses débuts l'année dernière. Il a Non. failli, Non. mais Premier but dans le monde professionnel. Ouais. premier but Ouais. dans le monde professionnel. Et puis, tout un symbole, c'est nos jeunes internationaux M21 qui fabriquent ce but avec, on l'a dit, le soutien de Winkler qui a été aussi parfait dans sa passe. Donc voilà. Là, alors ce but, il a aussi montré quand même les lacunes argoviennes parce que, comme je le disais avant, ils ont eu eux-mêmes une grosse occasion de but avec le débordement de Georgiev, si je me trompe pas, qui a centré en retrait pour Konus. Ouais, c'était le côté gauche argovien. Et puis Konus qui, alors sur le direct, j'ai cru que Givarch avait dévié le ballon. En fait, pas du tout. Konus, il tire très peu à côté. Et puis sur la reconstruction, eh ben on marque, mais on note que voilà, les Argoviens se sont vraiment pas du tout bien repositionnés. Et bah sur D, il était quand même étrangement seul. Alors la passe de Winkler, elle est superbe, mais Il y a quand même un boulevard. sur DSL, il a quand même un boulevard. Et puis pareil, Atekame, il arrive alors comme une flèche. C'est clair qu'il est rapide lui. Mais il avait aucun défenseur à 2 mètres autour de lui, voire même plus. Donc c'est vrai que la défense argovienne, elle avait pas bonne mine sur ce premier but. Donc voilà. Et que dire sur le deuxième but? Ouais. Michael, je sens que tu as envie de nous parler de ce deuxième but. Ouais, ben c'est un but qui nous a quand même, je pense, tous surpris. Ben, en fait, même les joueurs argoviens, gardiens, tout le monde, personne n'a vraiment compris ce qui s'est passé. Mais sur sur un centre, en fait, un coup franc envoyé depuis assez loin. Il envoie dans le tas, en fait. On voit Abedini qui fait un geste. J'ai même l'impression qu'il croit avoir marqué à un moment donné sur la célébration. Mais enfin, Ouais. bref, on voit Abedini qui fait un geste. On voit les défenseurs aussi qui essayent de s'interposer. Et donc, ils font le geste de vouloir jouer le ballon. Hubel reste un peu scotché sur sa ligne sans anticiper la trajectoire. Il se fait surprendre. Bon, c'est un but assez chanceux, hein, c'est sûr. Xamax était certes l'équipe la plus dangereuse, mais bon, si t'as en plus un petit coup du destin, un petit coup de chance, ça aide. Grosse réussite là-dessus, mais quand même bravo à Surdé pour son centre dans une très bonne zone qui peut créer ce genre d'événement. Une déviation d'Examaxien, un contre son camp, un rebond favorable, ou bien comme ici, personne qui la touche et ce qui gêne le gardien. C'est quand même voilà, Hubel est peut-être pas au top, mais ça reste une situation
assez désagréable à défendre pour le gardien du fait de par le fait que il y ait beaucoup de gens à la retombée, que la trajectoire puisse on peut imaginer plein de scénarios différents, c'était pas simple, mais voilà. Donc disons pour compliment quand même au tireur malgré la réussite, parce que c'est clair que si tu l'envoies au troisième poteau, ça risque pas de faire ça. Donc ouais, disons pour que ce but arrive, il faut une bonne dose de chance et puis l'envoyer dans la bonne zone, quoi. La réaction de Surde d'ailleurs était assez drôle. Il demande c'est moi qui ai marqué. Ouais, je revoyais les images de Blue. En plus, c'était télévisé, donc il y avait les zooms, etc. C'était assez rigolo. Oui, J'ai trouvé. effectivement. Ce genre de but, on avait plus l'habitude de les prendre que de les marquer. Donc, du coup, on était très content d'être pour une fois du bon côté. Bah, à noter que, voilà, on a inscrit 5 buts au total contre le FC Arrow. Et puis, sur les 5, il y en a 3 qui sont venus sur des balles arrêtées, un corner et puis deux coups francs. Donc, c'est vrai que ça fait plaisir puisque, bah, on avait perdu un peu l'habitude d'être si performant dans ce domaine-là. On marquait plutôt dans le jeu, hein, que sur des balles arrêtées. Donc c'est vrai que ça fait aussi plaisir de temps en temps de marquer dans ces phases de jeu-là. Et puis ouais, d'une manière un peu surprenante. Mais je te rejoins, Michael, le coup franc, il est extrêmement bien tiré. S'il part pas comme ça avec cet effet-là, parce qu'il y a aussi un peu l'effet rentrant. Ouais, Sans bien cet sûr. effet rentrant, le ballon il part à 1 mètre à côté du but. Donc c'est vrai que c'est un bon geste. À nouveau, Franck sur des décisifs, il fait le bon geste, la bonne réalisation. Ah, Et puis voilà. j'ai D'ailleurs, regardé le but ensuite à la télé. Elle fait quand même un sacré rebond à la balle, on aurait dit. Un rebond de balle magique quand elle touche le sol Ouais, pour aller dans le oui, goal. effectivement, ouais, c'est Mm. assez. Ce parce que, ce qu'il que lui tu donne un dis, bon effet. ce que tu dis, Michael, ce que tu disais, Michael, avant sur la surprise de Surdé, c'est qu'on voit que au final, ce but a surpris tout le monde, y compris le speaker de la Maladière, Ouais. puisqu'il s'est quand même initialement trompé de buteur au départ. Euh, Ouais. C'est ça, on lui et posera la question la semaine prochaine. Ah, j'ai bien rigolé. J'ai prévu effectivement, une mais question là-dessus parce que ouais, ça m'a fait marrer comme c'était particulier comme situation. c'était assez, ouais, mais c'est effectivement une trajectoire assez, parce que même le pied le plus magique du monde, c'est vrai que on a de la peine à imaginer que ça ait cette trajectoire-là, que ça file direct dedans, quoi. Mais Mm. c'était assez surprenant, autant surprenant que magnifique. Ouais. Ouais. Non, là, la réussite qui vient récompenser le bon début de match parce que ouais, il y a une bonne action d'Aro, comme tu disais, à la 13e. Sinon, c'est vrai que c'est quand même surtout Xamax qui a su tirer profit de ses temps forts. C'est ça aussi qui est important à noter, c'est que euh, on a réellement su faire quelque chose de nos opportunités. On n'a pas commencé à tergiverser. Voilà, on a mis tout de suite ce premier but. Ce deuxième vient avec une bonne dose de réussite, mais voilà, c'est quand même aussi l'équipe qui se fait récompenser pour sa production offensive sur cette très bonne demi-heure. Mhm. Ouais, c'est clair. Et puis, s'ensuit après une phase où on va pas dire que les Argoviens gardent la maîtrise du jeu. Notre équipe joue un peu à se faire peur d'un point de vue défensif avec des relances, on va dire un peu dangereuses et pas toujours extrêmement maîtrisées. Mais sans que ça aboutisse à des grosses occasions, hein, pour le FC Arrow. Là, Théo Guivarch n'a pas eu trop à s'employer. Et puis, un nouveau fait de match quand même est à noter à la 38e minute de jeu avec un triple changement opéré par Alexander Fry. C'est quand même assez rare pour être signalé à ce moment-là du match de changer 3 joueurs, un peu plus de 5 minutes avant la mi-temps, avec donc les sorties de Azani, Schwegler et puis Da Silva qui ont été remplacés par Fazliou, Vetz et Demachai. Donc pas forcément que du poste pour poste, hein, mais en tout cas des changements à vocation plutôt offensive. Et puis surtout, ça montre une insatisfaction totale du Bah, coach, de l'investissement, du plan de jeu et de l'investissement de certains joueurs. Alors moi, j'ai ouais, pas eu l'impression que Da Silva, il était passé à côté de sa mi-temps. Mais Azani un peu plus. Alors il a sanctionné clairement son flanc droite. Hein. Il a aussi vu un peu le même match que nous, que ce flanc était un peu en souffrance avec Surdé et parfois Del Toro qui décrochait aussi sur ce côté-là. Donc un changement, ouais, pour renverser le match, mais aussi visant à essayer de bloquer un peu Surdé.
Bah du coup. ça représente bien la différence entre la première mi-temps des deux équipes en fait, avec un Xamax Mhm. peu mis en danger, qui mène même 2-0 avec un peu tout qui lui réussit, et un Haro qui estime que même avant la pause, qui estime que le plan de jeu initial est déjà totalement tombé à l'eau en fait, et qu'il faut changer au plus vite. Et c'est vrai que on peut comprendre parce que honnêtement, il n'y a pas vraiment si tu regardes le match d'Aro, à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de motif d'espoir pour se dire qu'ils ont une chance de revenir dans ce match. C'est pour moi, c'est totalement on entre totalement dans ce truc, c'est le plan de jeu, le plan A est tombé complètement à l'eau. Voilà, mauvais début de match avec une équipe qui remporte le rapport de force des sur l'entame et c'est vrai que c'est rare, mais c'est assez compréhensible parce que là, je pense qu'il fallait plus que du poste pour poste, il fallait Mhm. essayer d'apporter quelque chose. Alors bon, ça a pas avec le but de Fazio, on peut sortir la phrase un peu toute faite de coaching gagnant, mais en réalité, ça a pas beaucoup. Non, 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 non. Haro s'est pas montré beaucoup plus dangereux, mais c'est vrai que c'est inattendu mais logique. Bah, Ouais. disons qu'il fait rentrer 3 joueurs que personnellement je m'attendais à voir titulaires. Aussi, ouais. Vetz, bah voilà, c'est aussi un joueur en devenir sur son côté droite. C'est un très bon joueur qui commence à gagner de plus en plus de temps de jeu pour le FC Haro. Et puis, ben Fazliu, on connaît ses qualités. Hein, ça fait plusieurs années qu'il domine, enfin, qui fait partie des joueurs dominants dans cette catégorie. Et puis des Maasai, qui est aussi un joueur expérimenté à ce niveau-là, voire même au-dessus. Donc, c'est des joueurs qui auraient pu prétendre à être titulaires. Moi, j'étudie pas forcément toujours la composition de l'adversaire à fond, mais là, quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, il y a quand même des joueurs importants d'habitude qui sont pas là. Bah, du coup, ils viennent. Et puis Fry croit au plan, effectivement, que son équipe peut retourner le match. Et puis, les premiers événements lui donnent raison, mais on va le souligner quand même sur un travail défensif, on va dire, pas excellent de notre équipe. Oui, oui, c'est pour ça, on va tempérer l'aspect coaching gagnant. C'est quand même franchement Xamax qui offre ce but. Alors que tout allait bien en fait. Le but est Ouais. totalement donné à la 42e. Un ballon de Winkler pour Amrich qui est à l'entrée du rond central. Il est peut-être pas totalement parfait, mais ensuite le milieu de terrain se précipite. Il a l'air de paniquer un peu à la vue d'un Argovien qui a 1 mètre, voire un peu moins. Il fait une passe complètement précipitée sur personne d'autre que Yekle. Il y a vraiment personne autour de lui, donc c'est Mhm. complètement manqué. Et à partir de là, ils partent vite en transition. Ils essaient de jouer très vertical pour profiter du déséquilibre. Et ils passent malgré tout pas très loin de le manquer en plus. Ils passent pas loin de manquer une montagne avec Ouais. Guivarch qui repousse d'abord le ballon et Fazliu qui est pas très loin de nous faire un beau raté en atteignant presque la barre. Euh, donc Ouais. voilà, mais c'est clair que là, pour le coup, plus qu'un un changement qui a transcendé l'équipe, c'est franchement Xamax qui s'est mis tout seul dedans. On en revient quand même à ce qu'on disait avec les erreurs assez récurrentes. Là, les conditions, elles ont été créées de toutes pièces par un Xamax pourtant tranquille. On en a parlé, c'est cadeau fait à l'adversaire. C'est quand même très embêtant de prendre si facilement un but contre un adversaire si inoffensif. Mais bon, voilà, pour le moment, ça fait clairement partie de notre jeu, cette propension à commettre des erreurs parfois grossières. Et c'est pas un hasard si on a une équipe de milieu de tableau qui vise pas beaucoup plus haut, quoi. Mhm. Ça nous a coûté des points. Et voilà, ce vendredi, ça n'a pas été le cas. Mais c'est vrai que c'est dommage d'encore une fois si facilement prendre un but, alors que c'est clairement pas à cause de l'adversaire que tu prends un but pareil. On se fait même pas bouffer par le pressing. C'est vrai, je sais pas, au milieu de terrain, il y a eu des enchaînements d'imprécisions qui ont créé de la panique et puis ensuite c'est parti très vite, quoi. Ah ouais. Mais Alex, par exemple, si à ce moment-là, on t'avait dit, au moment où Haro marque le but, on t'avait dit le score va rester de 2-1 en faveur de Xamax jusqu'à la fin, tu l'aurais cru? Non. Effectivement, hein, je pense qu'on Mais n'était pas, on n'était pas beaucoup dans le stade à Ouais. s'imaginer Ouais. que on avait ouais, ouais. assisté au troisième et dernier but de cette rencontre Ouais. parce qu'on voyait un Haro très très mal en point défensivement.
Enfin, voilà, ils s'exposaient, ils allaient devoir pousser. Donc déjà que sans devoir vraiment pousser à fond, ils étaient pas très bons défensivement, mais en poussant un peu, en prenant des risques, ben on se disait voilà, ils vont laisser des espaces, on va peut-être les exploiter. Ou alors avec ce que Michael vient de dire, c'est-à-dire cette proportion des fois à faire des erreurs qui coûtent tout de suite des buts. On s'est dit mais notre équipe, elle va pousser. Mais à ce moment-là, on peut aussi se dire le match va tourner. Ça arrive à toutes les équipes de faire une première mauvaise mi-temps. Ou alors ouais, 40 premières mauvaises minutes, puis ensuite de se ressaisir. On a parfois été Nous-mêmes, spécialistes dans le ouais, c'est dans ça. l'exercice. On a été spécialisés. C'est pour ça que je le dis parce on a été effectivement, on l'a fait plus souvent que d'autres équipes. Donc on peut se dire aussi voilà le FCRO va revenir fort et puis à ce moment-là c'est alors c'est pas tout à fait le même score la même évolution mais c'est un peu le même scénario que le match aller hein, quand même on Ouais. menait 2-0 alors il y avait le Mm. 3-0 puis ensuite le 3-1 qui vient tout de suite qui vient rapidement après mais on se dit voilà on va revivre en fait la même deuxième mi-temps qu'au Brugli-Feld avec un Haro qui va dominer des pieds et la tête et puis nous, on va souffrir. Et puis comme on sait que dans cette position-là, ben c'est toujours compliqué pour nous de maintenir un score. Et ben ils vont égaliser. Enfin voilà, on n'était pas vraiment. Alors moi, je pensais pas que le score allait rester 2-2. Et puis j'étais plutôt pessimiste plutôt que à me dire bon ben non, on va contrer, on va aggraver le score en deuxième mi-temps. Ouais, Donc voilà, à la mi-temps, on est un peu, moi je suis un peu à mi-chemin entre la satisfaction quand même d'avoir marqué 2 buts et puis d'avoir pris ce but un peu stupidement et puis de se dire bon, voilà, c'est l'équipe va rester là-dessus, ils vont pas capitaliser sur les choses positives, ils vont rester sur ce but un peu bête et puis ça va les faire jouer avec le trouillomètre à 0 pour la deuxième mi-temps. Donc donc voilà, j'étais un petit peu là-dessus. Et puis les joueurs rentrent du vestiaire, pas de changement supplémentaire, on va dire à la mi-temps ni d'un côté ni de l'autre. Ben il y avait pas de raison. À Haro, ils avaient déjà fait ce qu'il fallait pour redynamiser l'équipe. Et puis chez nous, il y avait aucun joueur qui avait montré de grosses lacunes un premier mi-temps ou bien le fait d'être voilà vraiment dans un mauvais jour. Il y avait pas de raison de changer l'organisation tactique non plus. Donc pas de changement. Et puis une deuxième mi-temps qui peut être pratiquement résumé, enfin qui peut être résumé ouais. beaucoup plus rapidement que la première. Un Haro qui domine pratiquement, ouais non, ils ont eu 2 tiers de possession de balle, et puis Xamax qui n'arrive pas à tuer le match. Je crois que Ouais. ça Ouais. résume très bien cette deuxième mi-temps au final. Si tu parlais, Mirko, juste avant du scénario du match aller, c'est vrai que pour avoir été au Rugbyfeld au match aller, j'étais quand même un tout petit peu plus serein au moment du troisième but. Parce que c'est vrai on avait fait quand même un bon début de saison. Là, c'est vrai à la moindre réduction du score, au moindre retour au score de l'adversaire, on se met à trembler quand on rentre un peu dans une spirale du Xamax classique qu'on connaît. Parce que, voilà, quand je veux dire, c'est l'un des, pour donner un exemple d'un match du premier tour qui est symbolique de ça, c'est le match contre Ville à la maison, quoi. C'est que ça, c'est le genre de match en plus en avril où j'habite, il y avait une bonne 40 bonnes minutes de train pour rentrer. On a le temps de bien fulminer au retour parce qu'on se dit mais comment on arrive à lâcher des points comme ça? Là, heureusement, ça a tenu et ça nous permet de partir un peu plus sereinement en vacances. Ouais, bah Haro, ils ont complètement. C'est vrai c'était un peu une autre ambiance. Moi, je suis d'accord. Alors, d'autant plus par rapport au fait que, bah voilà, on commence à nous connaître, à nous connaître nous-mêmes. On sait très bien que là, en fait, tout va bien dans le meilleur des mondes, et là, tu prends un but ridicule, enfin, un but complètement évitable. Ça commence à faire peur. Au final, effectivement, Haro qui a dominé la période en termes de possession, mais alors qui est quand même franchement passé à côté de son sujet hein, sur ces 45 dernières minutes, avec des grandes imprécisions, une difficulté à trouver des espaces pour placer des joueurs dans des positions pertinentes. Et au final, en fait, Xamax a quand même réussi à se trouver beaucoup plus dans la surface adverse que Haro. C'est pas forcément toujours dans des positions dans laquelle avec des positions très dangereuses, mais voilà, par rapport à la quantité de possession qu'avait Haro, 66%, c'était quand même franchement très très insuffisant ce qu'ils ont produit. Et bon, par rapport à ça, on peut aussi dire qu'on a plutôt bien fermé. Mais ouais,
c'est bien d'avoir largement la possession, encore faut-il se mettre dans des situations favorables avec cette possession. Et ouais, il y a pas grand-chose. Moi, j'ai noté en voyant un peu le match qu'il y a une bonne frappe de Vett depuis l'extérieur de la surface à la 57e, Ouais. sans que ça sans que ça soit forcément des actions extraordinaires. On est quand même un peu plus intéressant offensivement qu'eux, je trouve, même sur cette deuxième période. Mais voilà, un match sans, comme en témoigne aussi comme on a dit, le triple changement. Et finalement, il n'y a pas grand-chose à redire sur cette victoire. Je pense qu'elle est quand même assez logique. En gros, Xamax, c'est l'équipe qui a su tirer le plus de danger de ces temps forts, même si c'est surtout en première mi-temps. Et c'est d'autant plus accentué par la faible possession qu'on avait. On a produit beaucoup plus avec beaucoup moins de ballons. Il n'y a pas grand-chose à redire sur ce match. Je pense que Haro a fait un hors-sujet vendredi. Ils ont vraiment pas su trouver la faille. Mhm. Ouais, très clairement. Au niveau des occasions, moi, en vrac, on a eu une frappe d'Amrich. Il me semble, Bakayoko a aussi eu une ou deux occasions dont une assez nette pour tuer définitivement le match dans les arrêts de jeu. Rap aussi a fait une bonne frappe en deuxième mi-temps. Donc, ouais, on a eu beaucoup plus d'occasions qu'eux de modifier le score dans cette deuxième mi-temps. Ouais, moi je tremblais surtout parce qu'il faisait froid à la Maladière quand même, comme souvent ces matchs de décembre en deuxième mi-temps, mais pas tellement par le jeu des Argoviens. J'ai trouvé que à part Papo, le numéro 70, ça manquait un peu d'idées quand même. Et puis voilà, un joueur comme Georgiev, Georgiev, on l'a quand même relativement bien muselé. On sait de quoi il est capable, on sait qu'il est très dangereux et très rapide balle au pied, mais il était rarement. On l'a beaucoup laissé dos au but et puis on l'a rarement laissé seul en 1 contre 1 avec un de nos défenseurs. Donc en même temps, Haro n'a pas bien joué et puis il y a une partie de ce mérite qui impute quand même aussi à notre équipe. Hein. On a été compact derrière, solidaire, c'est bien battu. On n'a pas eu l'impression que dans les duels on était à côté. Donc ouais, une victoire totalement méritée Ouais, clairement, bah finalement. c'est sûr, ça vient aussi du fait qu'on a su fermer les espaces, on a su jouer comme il fallait. C'est dommage de pas avoir tué le match, mais effectivement, il n'y a pas grand-chose à dire sur la prestation défensive en deuxième mi-temps. Il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a pas eu ces erreurs qu'on redoute tant, effectivement, et puis derrière, ça a rendu la prestation d'Aro d'une stérilité terrible. Moi, je pense que si tu regardes ce match du point de vue argovien, ça doit être extrêmement frustrant, ce genre de match. Mhm. T'as le ballon et t'es moins dangereux que ton adversaire. C'est ça. Donc Ouais, ouais, ils ont un effectif qu'on sait capable de beaucoup mieux que ça, c'est clair. Hein. ouais. Ah, bien sûr. Et là, sur un Au match comme match ça, aller, c'est il clairement s'était créé insuffisant. énormément d'occasions, surtout Le même match aller, ils paradoxalement doivent en première revenir, mi-temps. honnêtement. Bah, ils Ouais, devaient c'est ça. déjà marquer au moins autant de buts que nous en première mi-temps. Ils avaient raté beaucoup de choses. Donc voilà, on sait qu'ils ont une puissance offensive assez impressionnante. Donc c'est même leur caractéristique. C'est une équipe très déséquilibrée. Alors, on avait l'occasion d'en parler. C'est une équipe dont le potentiel offensif est au-dessus de la moyenne, avec un potentiel défensif, on va dire pas exceptionnel. On va pas les qualifier de mauvais, mais en tout cas pas exceptionnel. Donc c'est une équipe qui marque beaucoup, mais qui encaisse aussi beaucoup de buts. Malheureusement pour eux, hein, actuellement la balance, elle pense quand même plus pour. Ils ont un goal average négatif, hein, ils prennent plus de buts qu'ils n'en marquent. Donc les supporters, effectivement, le fidèle public argovien doit pas être satisfait de la prestation de son équipe ce vendredi et aussi ces derniers temps. Ils finissent le premier tour avec 20 points. Voilà, c'est pas un chiffre catastrophique non plus, mais comme on voit à quel point le championnat est serré, ils sont pas en danger. Disons qu'ils sont pas moins en danger que nous par rapport à la relégation. Hein, c'est évident. Non, bah pour eux, En c'est plus, ouais. excuse-moi, je vais regarder ça, c'est aussi un truc pour ce genre de club-là, un peu historique, mais c'est vrai que depuis la relégation en 2014, ils ont plus revu la Super League, Argo, si je ne fais des erreurs. Donc c'est vrai que Alors ils ont c'est un failli une peu, année, ils avaient même ils ont imprimé les fait une année, t-shirts, Ouais. ouais, mais Ils ont eu 9 doigts et demi dedans, mais voilà. non, mais il y a même l'année suivante où je crois qu'ils passent de la première à la troisième place Ouais, sur la dernière journée de exactement. championnat. Mais c'est assez frappant parce que je me dis en même temps c'est une équipe qui conserve encore des joueurs ou qui conserve un 11 type assez compétitif. Je vais regarder le 11 type de vendredi soir. Alors effectivement il y avait pas mal de titulaires sur le banc,
choix qu'on peut considérer étonnant quand on joue un match par semaine en moyenne. Mais ouais, c'est aussi un petit destin de la Challenge League un peu étrange. Alors, j'avais entendu il y a quelques années une formule de la part d'un journaliste de Sport Center qui disait c'est un peu l'équipe beau temps de la Challenge League. C'est vrai que on sait jamais trop à quoi s'attendre avec eux. Ouais. Donc voilà. Mais bon, Ah, on totalement. on en a bien profité. Totalement. Et puis d'ailleurs, le triple changement, ça peut aussi être considéré comme un aveu de faiblesse de Frey, qui a décidé de mettre pas mal de ses titulaires potentiels sur le banc et qui finalement les fait rentrer parce qu'il voit bien que son plan a complètement échoué. Et oui, c'est vrai qu'Aro comme s'est fait un peu cette petite réputation d'être l'équipe qui, peu importe ce qui arrivera, ne montera pas. Bah, c'est vrai que c'est assez frappant de gagner 4-0 un barrage et de pas gagner, de pas passer, d'être premier, et de finalement perdre contre Vaduz et finir troisième. Enfin voilà, c'est un peu leur histoire. Et cette année, bah, ils font pire parce que bah, c'est clairement largement en deçà de leurs objectifs d'être plus proche de la relégation que de la montée. Et à ce niveau-là, c'est vrai que c'est une équipe particulière. Je m'attendais quand même à les voir un peu plus haut que ça. C'est pas une attaque flamboyante, contraire par rapport à même comparé à la moyenne de ce qu'ils sont en Challenge League. Et par contre, c'est une défense qui encaisse plus que la moyenne. Donc je suis assez surpris. D'un autre côté, je trouve que voilà, même dans un match où on n'a pas des tonnes et des tonnes d'occasions, c'est un c'est un niveau c'est quelque chose c'est un match une prestation qui suffit face à un adversaire du niveau d'Aro. Et donc ça me conforte dans cette idée que Xamax est, malgré tous les points négatifs qu'on a pu donner de manière totalement légitime ces derniers temps, actuellement une équipe moyenne de Challenge League et donc à sa place en fait pour le moment dans ce ventre mou. On mérite pas forcément plus haut ou plus bas sur ces 18 premiers matchs et voilà, on C'est va en ça. reparler à l'occasion du bilan de C'est l'épisode ça, on prochain, donc développera dans le bilan. je vais pas développer aujourd'hui, mais je pense que c'est ce qu'on peut tirer de cette première partie de saison. Et un match comme celui-ci, c'est un bon symbole, je trouve. Voilà, une équipe dans la moyenne. Effectivement, au coup de sifflet final de Monsieur Dermich, grand soulagement dans le public, mais aussi chez les joueurs, on a vu des réactions vraiment Ouais. très soulagées, avec des bras qui se lèvent au ciel, des joueurs qui se mettent au sol. On sentait que l'équipe était soulagée de cette victoire, et puis ouais, soulagée de terminer cette année civile et cette première partie de championnat par une victoire, un point positif, et puis va pouvoir travailler sereinement. Enfin, va déjà pouvoir partir en vacances un moment et ensuite retravailler sereinement à la rentrée pour, on l'espère, nous produire un bon troisième et quatrième tour. Ouais, Ouais, Donc, la réaction de Forte fait particulièrement plaisir à voir parce qu'en revoyant les scènes télévisées et puis les reflets sur les reflets de Blue, j'avais pas souvent vu le banc filmé au moment des buts et c'est vrai que autant sur les deux buts marqués qu'au coup de sifflet final, c'est vrai que on sentait la joie de Forte comme une espèce de délivrance parce que c'était quand même depuis le 12 août qu'on avait plus ou le 11 août qu'on avait plus gagné à la maison. Et c'est vrai que c'est clair que ça soulage tout un vestiaire de terminer comme ça. oui, bah parce que qu'on le veuille ou non, il faut des victoires pour légitimer le travail effectué. Et c'est vrai que c'est ce qui manquait depuis un moment. Et alors que bon, bah, il y a aucun doute sur le fait que l'équipe travaille, mais voilà, il manquait quand même toujours ces détails pour arriver. Moi, je trouve, par exemple, le but à ce niveau-là, le premier but, il est très intéressant parce que Forte, quand il parle du système à 3, il évoquait la possibilité d'avoir les deux pistons qui se projettent, ce qui est plus contrairement à un système à 4 où lorsqu'un latéral se projette, l'autre reste en couverture. Et c'est un déséquilibre assumé dans ce système euh, qui a clairement été visible sur l'action de l'action arrêtée par Rapp et sur le but derrière. C'est positif voilà d'avoir une prestation aussi aboutie, on va dire, qui est récompensée, ça légitime le travail et c'est clairement ce qu'on a pu voir avec le système mis en place l'autre soir. c'est ça, ce système qui a dû être utilisé, reconduit depuis maintenant pas passablement de matchs, quasiment depuis la blessure de Fabrice Nsakala. Et puis, moi, je voulais effectivement saluer aussi le coaching de Douli Forte. Sur les précédents matchs, en fait,
il avait très souvent en fait fait le choix de mettre Johan Epito à droite et Zachary Atekame sur le côté gauche. Cette fois-là, il est resté sur le plan, sur laisser Zachary Atekame à droite et d'utiliser Franck Surdé comme piston à gauche. Et on voit que dans cette configuration, on va dire à 3 défenseurs centraux plus 2 pistons sur les côtés, c'était clairement le meilleur choix. Zachary Atekame, il a fait des progrès sur la gauche, mais c'est clairement à droite qu'il est le plus épanoui et le plus abouti, tant d'un point de vue défensif que offensif. Et puis Franck Surdé, alors il n'a pas été beaucoup mis à l'épreuve défensivement, mais il fait quand même des progrès. Il revient aussi dans ces phases-là. Ouais, bien sûr. Winkler n'a pas souvent été mis en difficulté face à deux adversaires, donc il progresse aussi dans ce rôle-là. Et puis voilà, c'était vraiment un bon choix tactique, mais aussi un bon choix dans le choix des hommes et où les placer sur le terrain. Moi, voilà, évidemment, on l'a dit, hein, on a été épaté par le jeu de Franck Surdé, et puis on aura l'occasion largement de le développer la semaine prochaine dans notre bilan. Mais sur ce match, je l'ai déjà dit un peu avant, mais j'ai beaucoup aimé Alexander Winkler. Après des débuts, on va dire compliqués, hein, il a pas souvent été titulaire au début, mais c'était normal vu qu'il venait d'arriver. Et puis à sa quasi première titularisation contre Baden, il fait une première minute, c'est même pas une première mi-temps, Première minute compliquée, qu'il le met pas en confiance. Et puis voilà, il y a eu ce superbe but à Baden, mais aussi on sent que voilà, défensivement, il est de plus en plus à son affaire. Et puis là, il a fait un match très propre défensivement parlant, et puis s'est fait l'auteur de bonnes relances aussi offensives. Donc voilà. Je pense que son temps d'intégration commence à arriver à son terme, et puis là il commence un peu à montrer de quoi il peut être capable, et puis c'est tout bénéfice pour notre équipe. Mais c'est intéressant parce que moi je le trouve assez à l'aise techniquement, et dans ce système-là, on a tendance à quand même plus utiliser nos défenseurs centraux qui jouent assez direct, hein, ces longs ballons. C'est aussi ce qu'on les voyait déjà à Baden. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, comme toi, je dirais, je salue le choix tactique de Forte, parce que ça a été déjà évoqué quelques fois, mais moi, le choix un peu frileux de vouloir rester sur une base à 4 parce que les joueurs ont plus de repères, mais faire ça avec un seul latéral sur 5, sur les 5 sous contrat qui sont disponibles, je trouvais que c'était quand même suicidaire, parce que sur beaucoup d'aspects, on était très affaibli sur les côtés, et je trouve bien, moi, d'assumer le déséquilibre avec des pistons qui sont certes très offensifs, mais voilà, j'ai beaucoup apprécié quand même le fait de clairement apprécier ce déséquilibre. Bien sûr, je m'attends à ce que lorsqu'on aura enfin un défenseur central gauche, je m'attends à ce qu'on repasse à une base à 4, parce que l'équipe est a priori plus à l'aise et a plus de repères là-dessus. Mais je trouve que c'était quand même important de mettre ça de côté pour essayer de trouver les meilleures dispositions, parce qu'ils sont peut-être plus à l'aise ils ont peut-être plus de repères sur une base à 4, mais c'est absolument pas les joueurs pour faire ça actuellement. Non, non. Ouais, et là, les nouvelles sont plutôt bonnes. Fabrice Nsakala a été ménagé. Il aurait peut-être pu jouer quelques minutes contre Aro, mais voilà, un match de la pause, on voulait pas prendre le risque d'aggraver sa blessure. Franck Amoabeng sera apte au service à la reprise, enfin on l'espère. Ashvin Balarouban a commencé les entraînements, on va dire avec le reste de l'équipe, donc il devrait aussi être à disposition du coach à la reprise. Reste le côté droite, mais on aura l'occasion d'en discuter dans notre épisode de la semaine prochaine de bilan. Mais ouais, la défense à 4, quand on pouvait aligner chaque joueur à son poste, donnait aussi relativement satisfaction. Donc voilà, très intéressant. Mais je pense que d'avoir aussi des fois l'obligation de changer un petit peu la tactique, soit parce que l'adversaire nous y oblige, ou parce que les hommes à disposition ne nous permettent pas de jouer dans notre dispositif habituel. C'est une bonne chose. Ça prouve aussi que et le coach et les joueurs sont capables de s'adapter. Parfois, il faut s'adapter en plein match aussi, hein. Donc c'est pas non plus toujours simple. Donc s'il y a plusieurs dispositifs comme ça qui sont testés, l'équipe sera aussi de plus en plus à l'aise.
Bien sûr, bah c'est sympa si tu domines, si t'es une équipe qui domine, c'est sympa d'imposer son style. Mais je pense que là, quand t'as en plus beaucoup d'absents et tout, c'est bien d'être capable de faire preuve d'une certaine diversité tactique et de savoir quand est-ce que c'est plus pertinent de jouer d'une certaine manière, quand bien même tu la préfères, parce que ben en fait, peut-être que tu la préfères, mais les choix d'hommes que tu es forcé de faire vont t'impacter et t'affaiblir. Voilà, et d'ailleurs, ça n'a pas été pour très très longtemps, il a peu joué, mais Epito est un bon joueur quand il joue sur son poste, hein, on le voit. J'ai bien aimé son entrée, il a quand même été forcé à faire quelques interventions dans la surface. Donc pour défendre la surface pour la protection de surface lors des dernières minutes, ça a été aussi pertinent. Et c'est clair que c'est plus là aussi là dans ce registre qu'on aime le voir. Donc ouais, c'est bien d'être capable de faire un preuve de diversité tactique. Il y en a un autre qui rejoint un peu cet aspect-là quand on dit qu'il joue à son poste et qui, moi, m'a de nouveau surpris sur ce premier tour. C'est un Emmerich du moment qu'il retrouve son poste Ouais. au milieu de terrain. C'est vrai qu'il était tellement à la peine la saison passée en devant dépanner toute la saison comme latéral. Là, on a vu un autre joueur qui participait aussi autrement au jeu sur cet automne. C'est quand même. Alors, c'est bien d'avoir des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes, mais bon, quand on doit faire systématiquement du bricolage, c'est vrai que c'est compliqué. C'est Ouais, clair, il- c'est ce qui. Ouais. Ouais, il s'en était bien sorti. Mats Sambrich dans le poste de latéral droite, il avait progressé à quasiment chaque match, mais c'est clair que c'est pas son rôle, quoi. Je veux dire, je sais pas, je vous imaginez, vous bossez dans une grande boîte, vous bossez dans le service des RH d'une grande boîte, puis du jour au lendemain on vous prend, puis on vous dit bah tu vas bosser à la compta ou tu vas bosser à la cantine, quoi. Enfin Bah, on s'improvise pas comme ça du jour au lendemain. C'est presque un métier différent, hein, suivant les postes. Amrich, ouais, il a eu quand même ses moments difficiles aussi en latéral. Et c'est vrai qu'on l'a presque oublié et ça fait plaisir de le redécouvrir à son bon poste parce qu'on voit que c'est un super joueur de Challenge League. Moi, franchement, j'aime beaucoup vraiment ce qu'il propose. C'est un profil très complémentaire avec Fatkic. C'est aussi pour ça qu'à Bedini, on a pas mal fait les frais au niveau du temps de jeu, même s'il trouve un peu sa place dans ce système en défense à 3. Mais voilà, à Bedini, on a logiquement fait les frais parce que c'est une paire qui se complète super bien au milieu de terrain. Et là, Amrich, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui apporte pas mal de verticalité dans ses courses ou même même il reçoit des ballons dans des positions assez hautes. Il est vraiment très intéressant. Et on le redécouvre cette saison, ça fait plutôt plaisir. C'est clair, et puis il amène une débauche d'énergie de tous les instants, il presse quand l'adversaire a le ballon, enfin c'est personnellement un joueur. Et j'étais très content de son arrivée à Neuchâtel, j'étais encore plus content quand il a décidé de prolonger. Et puis c'est un joueur qui en plus a l'air vraiment extrêmement sympathique et apprécié par tous ses coéquipiers. Voilà, alors à moins que vous ayez encore des choses à rajouter sur ce match, on peut gentiment passer à la rubrique suivante. Donc, pour cette prochaine rubrique qui sera entièrement consacrée à notre invité Mathéo. Donc, Mathéo, je vais te présenter un petit peu pour nos auditeurs. Donc, tu es âgé de 28 ans et tu es un Neuchâtelois expatrié. Décidément, ça en fait un de plus puisque moi-même, je suis un Neuchâtelois expatrié. Depuis 20 ans à Lausanne. Donc, tu as quitté Neuchâtel à l'âge de 8 ans. Donc, moi, j'ai une première question qui me brûle la langue. Bah voilà, tu as 28 ans. T'es à Lausanne Oui. depuis 20 ans. Pourquoi t'es fan de Châtel Xamax et pas du Lausanne Sport ou du stade Simplement Lausanne parce, Bouchy? Évidemment. simplement parce que la personne qui me fait découvrir déjà l'amour en général pour le foot, il se trouve qu'il vivait également à Neuchâtel, donc c'est un frère de famille recomposée, et puis il m'a filé assez vite le virus pour le foot. On jouait en étant gamin, on jouait dans son jardin, et c'est vrai il m'a transmis le virus de Xamax d'abord dans la période remontée sous Bernasconi, donc la première saison dont je suivais les résultats, c'est 2006-2007. Et puis ensuite, où chaque fois qu'on allait dormir chez lui, demain je vais voir Xamax Bâle, demain je vais voir Xamax Zurich. Et c'est vrai qu'un jour je lui ai dit, prends-moi avec toi au match. Et le truc c'est que lui a arrêté d'y aller, moi je continue d'y aller. Il a un emploi du temps un peu plus fourni que le mien, mais voilà, c'est la personne qui m'a donné l'amour du foot, qui m'a filé l'amour pour ce club également. Donc, juste pour qu'on puisse bien se situer dans la chronologie, quand tu es allé voir ton premier match de Neuchâtel Xamax dans l'ancienne Maladière, non, dans la nouvelle Maladière, hein,
Dans la nouvelle Maladière, ouais, le de la premier nouvelle il était dans la Maladière. nouvelle Maladière. Tu habitais déjà à Lausanne. J'habitais déjà à Lausanne, c'était la Ok, saison c'est assez 2000, drôle quand 2000. même. Donc, Ouais, 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 ouais. euh, C'est la saison 2008-2009, début de saison, un Xamaxion qui s'était terminé sur un 3 partout, avec Xamax qui menait 3 fois au score, et puis le premier qui a lancé véritablement la série, ça a été mars 2010, un Xamax Lucerne, et Xamax avait perdu 2-1. Par la suite, voilà, j'ai commencé à faire de la connaissance de gens au stade avec qui j'allais régulièrement. Et puis voilà, une saison comme celle-ci, j'ai raté un seul match, domicile extérieur confondu. C'était le premier tour de coupe à Bâle contre Groningen. C'était le seul match où j'ai pas, auquel j'ai pas pu assister. Ah, t'y étais pas? mhm. Je n'étais pas venu à celui-là, non, malheureusement. Mais sinon, ouais, c'est une malgré les résultats voilà, qui sont ce qu'ils sont, c'est une passion et puis c'est aussi une camaraderie qui s'est créée avec les gens que je croise régulièrement. Il n'y a pas seulement le fait de venir voir les matchs, il y a aussi les gens avec qui j'y vais. Et puis, j'ai même trouvé un ami qui habite à Lausanne, quartier de Montchoisy, avec qui je fais les trajets maintenant pour aller voir les matchs depuis Lausanne. Donc, c'est pas le seul expatrié lausannois. Alors c'est bien, on compte sur toi pour ramener des Lausannois comme, comme spectateur de Neuchâtel, pour convertir les Lausannois au vrai football. Ouais. Euh, Du coup, ouais, c'est intéressant parce que quand on s'est parlé un petit peu avant en préparation de cet épisode, je me suis dit, bah en fait, il a quelque part profité de son statut de Neuchâtelois, t'es Neuchâtelois d'origine, et puis t'as cet amour du club de ta ville qui s'est développé comme ça, et puis en fait, c'est pas forcément comme ça que ça s'est passé. Alors bon, je pense que ça joue quand même le fait que tu as habité à Neuchâtel, t'avais quand même quelques repères ici à Neuch. Mais c'est pas forcément ça, en fait. C'est plus lié à la personne que vraiment à ton passé dans la ville. Sans cette personne, tu serais un amoureux du foot et tout naturellement, tu serais allé à la Pontaise voir des matchs et puis tu serais devenu un fan du Lausanne Sport. Peut-être. C'est Peut-être. un petit doute par rapport à la froideur et la température du stade. Ouais, alors Mais, effectivement, je l'ai mentionné quand on a parlé une fois de nos meilleurs et pires déplacements, la Pontaise en hiver, c'est quelque chose, hein. c'est quelque chose, effectivement. Ouais. Du coup, donc voilà. Ok, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes plus beaux souvenirs en fait en tant que supporter Alors de les Neuchâtel Xamax? les plus beaux souvenirs, ils sont assez récents en fait. Il y en a il y en a deux qui reviennent Alors, tu lors vas de. pas nous dire que c'est la saison 2022-2023 ou bien quand même? Non, 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 quand même Il a pas, une non, quand merveilleuse même pas, saison quand même. parce que c'était pour le coup, je pensais jamais de mon vivant. J'ai conscience de la situation actuelle du club, mais j'aurais jamais imaginé vivre une saison pareille. Même après le premier match de cette saison-là à Ville. Non, les deux meilleurs souvenirs en déplacement, ils coulent un peu de source pour ceux qui étaient là à cette période, mais je dirais la victoire à Genève en décembre 2017 sur le but de Corba. Ça, c'est Mhm. un instant T assez extraordinaire parce qu'en plus de ça, on égalise sur penalty et puis je me dis, bah, au vu du scénario du match, le point du match nul, c'est déjà bien, on reste premier, puis je commence à descendre vers le bas du secteur visiteur. Et en fait, au moment où Corba marque, je vois vaguement des filets trembler au loin, mais j'ai pas vraiment compris qu'on a marqué. Et je me retourne et je vois les supporters en folie. Donc c'était assez extraordinaire. Et puis pour avoir eu la chance d'être au Bruglifeld lors de ce barrage retour, ça aussi, c'est une montée d'adrénaline extraordinaire parce que on passe du limite du statut du boxeur qui a pris un KO 3 jours avant et qui n'y croit plus, au mec qui va là-bas et qui se met à y croire à nouveau à 2 minutes avant le coup d'envoi, en voyant simplement l'énergie des supporters qui s'étaient déplacés. Donc ces deux moments-là, je pense que ça va être compliqué dans le futur de les battre, très honnêtement. Mhm. C'est vrai que le match contre Servette, on n'en a pas encore parlé à l'antenne. Il fera peut-être l'objet d'un jour d'un match de légende. C'est un match que on ne devait pas, normalement, on ne devait pas le gagner, ce match. On a été très très largement dominé pendant toute la première mi-temps, voire une partie de la deuxième mi-temps, même si on commençait déjà un peu à essayer de produire quelque chose pour revenir au score. Et puis sur un penalty que les Genevois qualifiaient de généreux, moi je le trouvais assez logique, mais on revient presque quand même un peu miraculeusement au score et on se serait effectivement contenté de ça.
Et ensuite, bah voilà, on gagne dans les arrêts de jeu par ce match, par ce but, pardon, de Thibaut Courbat. À ce moment-là, si je me trompe pas, on passe à +8 au niveau du classement par rapport à Servette, notre adversaire direct pour la promotion. On va dire on n'a pas fanfaronné, on s'est pas dit c'est bon, on est en Super League, mais on avait conscience qu'il y avait pas beaucoup de choses qui avaient été faites et qu'on allait mettre un gros coup de morale aux Servétiens après ce match. Et puis effectivement, ils se sont jamais vraiment remis. L'écart a été plus ou moins stable pendant une partie de la suite du championnat. Puis ensuite, ils ont craqué sur la fin. Nous, on a continué à produire un très bon rythme. Et puis voilà, c'était, on va dire, c'était un moment clé, on va dire, de cette saison de la promotion qui était une saison hyper aboutie d'un point de vue comptable, mais aussi d'un point de vue du jeu. Alors le déplacement au Bruglifeld, si je me trompe pas, les animateurs de Xamcast, personne n'y était, hein. Ah si, j'y étais. Si, Ah si. oui, toi tu y étais, Sam. Oh pardon, excusez-moi, il C'était faut rendre Sam. à Sam ce Oui, qui oui. appartient à Sam. Donc ouais, Sam, c'est vrai que tu nous avais parlé quand on avait fait la rubrique que tu avais vécu des émotions aussi très très fortes et puis que tu te doutais que tu allais en revivre d'aussi fortes concernant Xamax un jour dans ta vie, quoi. Ah non, c'est clair. Bon, comme je l'avais déjà mentionné, je me roulais par terre au goal et puis j'en chialais, quoi. C'était tellement intense. Ouais. Ouais. En plus, c'est conditionné aussi par le fait qu'on est aussi tombé très très bas 3 jours avant. Donc c'est Ah clair ouais, que c'est pour ressentir des émotions aussi fortes, il va falloir tomber bien bas avant. Ah C'est ouais, sûr clairement. que Ou gagner un sûr titre que de champion suisse. c'est sûr que c'est ce que je disais avant, la redescente et la remontée d'adrénaline. Moi, j'étais en plus de ça, on n'y croit littéralement pas parce qu'on voit que des gens en extase autour de nous. Et c'est en plus de ça avec la chaleur qui faisait ce jour-là parce que voilà quoi, c'est aussi un élément à prendre en compte. Et on avait vraiment l'impression que les joueurs ce jour-là étaient allés chercher le match au fond de leur trip. On voyait Ferrand qui Alors ouais, boitait, qui boitait, limite, il fallait lui amener une chaise roulante sur le terrain je pour crois que Pietro pour Di qu'il tourne au Nardo, respect. s'il nous écoute par hasard, lui, doit se souvenir qu'il faisait très chaud ce jour-là, ouais. Entre autres, hein. C'était particulier, ouais. C'était particulier comme moment. Mais même par rapport à toute la saison, parce qu'on commence on commence le championnat, on prend la réalité de la Super League en pleine figure, avec ces matchs où c'est minimum 3 buts par match encaissés. Il y a la refonte du système tactique sous en chaud. Il y a la victoire contre Young Boys en plein milieu le lundi de Pâques, qui nous montre qu'on est vraiment dans le vrai. Et on passe de quasiment 10e à quasiment 8e place. On doit encaisser la déception de ne pas finir 8e. Et puis il y a encore ce barrage qui vraiment sort de nulle part. Encore aujourd'hui, je me demande comment on est passé. Mais franchement, à un moment comme ça va être compliqué de le battre. Ouais, c'est Ouais, sûr. c'est de toute façon une performance qui a été saluée, j'ai presque envie de dire dans le monde européen du football. Ça a dépassé les frontières alors que c'était un barrage entre la première et la deuxième division, mais c'est un scénario qu'on voit pas souvent sur les terrains de foot, quoi, hein, c'est clair. Ouais. Ouais. Donc c'était des émotions assez incroyables. C'est vrai que quand on aura des invités qui vont venir au fur et à mesure, ils vont peut-être se répéter sur en tout cas les événements, mais comme chacun vit les matchs différemment, et ben on se réjouit d'entendre aussi les diverses expériences de chacun sur ces matchs qui ont fait la légende de Xamax. Alors justement, pour parler de légende, est-ce que tu as des joueurs qui t'ont particulièrement marqué, soit parce ils étaient extrêmement talentueux pardon, au-dessus de la moyenne, ou pour d'autres raisons? Qui est-ce que tu aurais envie de Alors, citer? bon, tout le monde le cite. C'est vrai que moi, j'ai quand même au-delà de la longévité de ce joueur, moi, j'ai quand même admiré son deuxième passage et son retour après Young Boys parce que c'est vrai qu'il a pas vécu que des moments extra et le fait d'avoir tenu au final dans une dernière saison dont je pense que lui-même espérait en premier lieu que ça se passe autrement. À part Nuzzolo, moi il y en a un. Alors malheureusement il n'est pas resté très longtemps, mais je pense qu'on se rend pas compte exactement de la chance qu'on a eu de l'avoir sur un peu plus d'une année qu'il a passé au club. C'est Carlos Varela. Ah, j'ai cru qu'il allait nous dire Retoland Seferi. Non. Mais Ah, je suis Varela, déçu. Varela, c'est vraiment. Faut quand même se dire qu'à l'époque, même s'il est dans un Young Boys qui était un peu le poule d'or du championnat et puis qui avait un manque de chance
assez incroyable. Ouais, C'était un joueur totalement. de caractère. Et ça en vient un petit peu à ce que au Xamax, on va dire, actuel, c'est qu'on se dit souvent ce qui peut manquer dans la pérennité d'une équipe, c'est le manque de leader et le manque de leadership. Et c'est vrai que j'ai été autant très enthousiaste quand il est arrivé et autant très frustré des conditions dans lesquelles il est parti un petit peu. Après ce match contre Zurich où apparemment il y a eu un petit imbroglio avec les arbitres dans les vestiaires et puis du jour au lendemain il a claqué la porte. On n'a pas trop compris les fans à l'époque, faut être honnête. Donc ça c'est un joueur qui m'a marqué. Après dans les postes un peu plus défensifs et puis un peu moins, on va dire, les postes qui sont un peu moins retenus en premier lieu par les fans, je mettrais les deux gardiens, Ferro et Bedeni. Parce que Mhm. ça aussi, c'est des garçons qui sont arrivés. Bedeni, il est revenu en plus après un nouveau passage en France, il est revenu chez nous dans une saison à la fin de laquelle on est passé en main tchétchène et j'appréciais autant sa qualité de gardien que son franc-parler en interview. Et Ferro, je pense que ça aussi, pour les gens qui ont vécu cette époque-là, c'est un gardien qui a en plus sa vidéo de top arrêt sur YouTube. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu passer celle-là, mais Ouais, ouais. il y Bah, a je crois que Sam pourrait nous parler d'un épisode en entier de à quel point il apprécie Lucas Ferro. Ah oui. c'est extraordinaire ce gardien. Franchement, il a soulevé c'est l'idole des supporters. Il y avait son chant qui était accordé. Et c'est vrai il avait autant dans les sorties, autant dans les 1 contre 1, autant dans les réflexes. C'était assez extraordinaire. Donc, ouais, c'est les premiers qui me viennent un peu à l'esprit en faisant un mix entre le Xamax, on va dire, très récent et le Xamax un peu plus ancien que j'ai vécu, quoi. Mhm. Ouais, je me souviens effectivement Carlos Varela quand ils ont annoncé sa signature et son arrivée chez nous. J'étais assez sceptique. C'est un petit peu comme si maintenant on m'annonçait que Jérémy Frick venait à Neuchâtel. C'est un joueur que j'adorais détester en fait chez nos adversaires. Il a joué à Young Boys avant nous, mais il a aussi évolué avec le FC Bâle, il a évolué avec Servette, donc soit avec des clubs qui dominaient le championnat ou qui étaient des rivaux à Neuchâtel Xamax. Donc voilà, je m'attendais pas à ce qu'ils viennent chez nous, et puis quand ils venaient chez nous en tant qu'adversaire, voilà, ça perdait du temps, ça faisait des petites fautes tactiques, ça râlait auprès de l'arbitre. Enfin, je pense on a tous utilisé les sifflets contre Carlos Varela. Et puis en même temps, bah, c'était un super joueur. Et puis il a été polarisant partout où il est allé, mais chez nous, il a pas fait exception à ça, quoi. Mais j'en garde quand même des bons souvenirs et puis on a eu la chance d'avoir un joueur de cette qualité-là dans notre effectif parce que c'était un joueur qui avait de grandes qualités de footballeur aussi. C'était pas juste un Ah, agitateur comme disent c'est ça, ouais. les Canadiens pour le hockey. Donc voilà. Et puis c'est vrai que Ferro et Bedenic, c'était pour moi la définition même des gardiens fantasques. Parce que Ouais. c'était en même temps, c'était les arrêts photos, c'était des gardiens spectaculaires, efficaces, mais des personnalités hyper attachantes, à haranguer le public, à haranguer le tifo. Enfin, c'était vraiment des gardiens qui s'identifiaient totalement au club, aux couleurs du club. Et puis voilà. Donc, si Lucas Ferro un jour a envie de venir à notre antenne, c'est avec grand plaisir. Pareil pour Jean-François Bédénic, on sait jamais, on lance des bouteilles à la mer comme ça. Mais c'était des gardiens qui étaient adorés. Et puis moi, je faisais pas exception à ça. Je pense que Sam, tu corrobores un peu ses projets, ses propos, pardon. Ouais, je Par pense rapport avec une petite erreur de touche, je pourrais leur écrire un petit MP, quoi. Mais c'est vrai, moi je suis d'accord parce que même moi, pour Ferro, il était au but quand j'ai fait mes premiers matchs. Et je sais pas si du coup c'est pour toutes les raisons que vous avez données, si c'est pour ça, et par rapport à mon père et ce qu'il m'a dit, je sais plus du tout. Mais c'est le nom que je connaissais dans l'équipe quand j'ai commencé à regarder des matchs à la Maladière. Du coup voilà, ça me fait marrer que vous en parliez comme ça de Ferro. C'est dans le même genre, c'est un peu, mais ça, c'est plus, là, je les prends aussi par duo parce qu'ils évoluaient ensemble, mais c'est autant ils m'ont marqué, puis autant j'ai été déçu qu'ils évoluent avec l'un à côté de l'autre que 6 mois quand on a vu ceux par qui ils ont été remplacés. C'est le duo d'attaquants Brown Gavranovic sur la saison sur Man, quoi. C'est vrai que quand on passe de ces deux-là
sans faire offense à ceux qui sont venus après, un duo d'attaque Sanel Kulic, Gérard Gou, on comprend assez vite notre peine, quoi. C'est qu'on s'est Alors, rendu pas, compte. pas de critique envers Gou, parce que Sam est dans les parages et c'est son plus grand défenseur. Donc, Ah, mais surveille tes c'est propos, Mathéo, s'il te plaît. ça marche. Non, mais c'est la différence. En tout cas, je l'avais un tout petit peu vu. Puis c'est vrai que Gavranovic, quand on a vu ses exploits un peu plus à l'international, notamment lors de son fameux but contre la France à l'Euro, c'est vrai que c'est me rappeler que ce garçon, c'était le gamin qui venait d'Yverdon et qui avait passé 6 mois chez nous et qu'on a vu ensuite la carrière qu'il a fait. C'est toujours un peu des moments où on peut se la péter avec les potes au bar en disant bah, il a joué à la Châtel. Quoi. C'est vrai que c'était un grand souvenir parce qu'en plus il fait 6 mois, mais il a rentabilisé ces 6 mois. Quoi. C'est on s'en Non, mais souvient on pour le coup. sentait qu'on n'allait pas pouvoir le garder, qu'on n'allait pas pouvoir les garder longtemps à Neuchâtel, hein. Ils avaient un potentiel supérieur à notre club, même si à l'époque on était encore en Super League, mais on jouait déjà plutôt le mieux, voire le bas du tableau de Super League. Mais voilà. Alors Brownie Daye, ça faisait déjà 1 ou 2 saisons qu'il était là chez nous, mais c'est cette saison-là avec Gavranovic à ses côtés, il a explosé. Alors, est-ce ils sont partis les deux au même mercato, hein? Ouais, ouais. Ouais, Écoute, hein. on faisait une un premier début de saison, c'est pas mal. On était troisième, je crois. C'est Ouais. ça. Et puis après, Gavranovic il est parti à Schalke, et puis Brown à Sochaux, et puis c'est à partir de Ouais. là que ça s'est effondré. On n'avait plus grand chose offensivement pour assurer les attaques, pour se Bah, stabiliser au classement. c'est ça, on est rentré dans le rang, on avait vraiment un duo d'attaque qui performait au top, ils étaient hyper complémentaires en plus. Donc voilà, c'est vrai on s'est privé de nos 2 meilleurs atouts et puis ouais, c'était difficile de s'en remettre après ça. Alors, donc ouais, Mais c'est vrai que ils c'est sont partis à une semaine d'intervalle. Ils sont partis à une semaine d'intervalle, si je me rappelle bien. C'est vrai que c'était Mm. plein milieu du mercato de janvier. Et je crois que l'officialisation du départ de Gavranovic, c'était une semaine avant la reprise du championnat. Donc après, ouais, c'est pour rude. aller, c'est rude pour un entraîneur comme Schurman qui avait quand même construit un groupe à l'époque. Alors c'est sûr on avait autant fait un super début de saison, autant déjà les 5-6 derniers matchs avant la trêve avaient commencé à bien puer. Mais c'est vrai que c'était un duo d'attaque. Puis toute l'équipe, je dirais, était en osmose. On avait l'impression de voler, quoi. Mhm. Malheureusement, bah, ça a duré le temps que ça a duré. Ouais. Bah ouais, bah c'était une bonne période effectivement cette demi-saison avec ces deux attaquants d'exception. Ok, et puis Mathéo, donc quand on s'est parlé un petit peu avant de préparer cette émission, tu m'as confié vouloir parler un peu de la situation actuelle du club. Alors c'est vrai qu'on en a déjà parlé passablement à l'antenne de Xamcast, mais voilà, on voulait quand même t'écouter par rapport à ce que tu avais envie de nous dire sur ce sujet précis. Ouais. Alors en fait, je mesure mes propos toujours, mais c'est vrai que j'ai aujourd'hui une frustration en tant que supporter, c'est que j'ai un peu de la peine depuis quelques années à voir la direction véritable que le club veut prendre en fait. C'est parce que depuis la relégation, la dernière relégation en Challenge League, on a cette impression-là, en tout cas, d'être devenu une équipe qui, comme on l'a dit précédemment dans le débrief, peut pas viser beaucoup plus haut que le milieu de tableau. Et c'est vrai que particulièrement, ce qui a pu me frustrer dans la saison passée, par exemple, c'est que ce genre de cette saison cataclysmique intervient justement à un moment spécifique où la Super League là en haut s'élargit, où il y a des places en plus pour monter et on a de la peine à en profiter. C'est-à-dire on a l'impression on a un peu le temps de voir un joueur exploser, qu'il est souvent immédiatement vendu. Et du coup, j'en reviens à ce que je disais avant, sur les années où j'ai commencé comme gamin, à m'intéresser à Xamax. C'est vrai qu'aujourd'hui, le gamin de 8 ans, je m'adresse aussi au papa que je connais dans ce casting d'animateur que vous avez, mais c'est compliqué dans un futur proche là de motiver ton fils ou ta fille, en tout cas ton enfant, à venir à la Maladière dans la situation actuelle avec le peu de vision, on va dire, à long terme que moi je peux remarquer en tous les cas. Mhm. Alors, C'est principalement ça qui me frustre. est-ce que nos animateurs habituels ont envie de réagir à ces propos?
Ouais, bah moi c'est le truc que je dis à chaque fois. Je suis totalement d'accord. Euh, pour moi, le plus gros souci, c'est que on voit vraiment pas où on va en fait. Je crois que ça a déjà été dit ici, et je suis totalement d'accord avec ça. La question des ventes des joueurs, c'est ça aussi. Alors il y a une réalité qui appartient à tous les petits clubs, qui est que tes joueurs, tu finis souvent très vite par les vendre, mais il y a- en fait, si tu as un club qui a une vision sur le long terme et une vraie ambition de monter, tu peux pas te laisser t'arrêter à on doit vendre nos meilleurs joueurs, donc on va forcément s'affaiblir. C'est une question de cycle aussi, c'est une question de d'être capable de les remplacer, etc. Donc c'est avoir toujours un œil sur l'avenir que nous on n'a pas. Donc en fait c'est pas étonnant que nos ventes soient systématiquement synonymes d'affaiblissement, parce qu'en fait on les remplace jamais, parce que je suis même pas convaincu qu'on cherche vraiment à le faire. Et forcément c'est difficile aussi de d'avoir envie de se projeter sur quel joueur tu vas prendre pour remplacer, pour anticiper les départs. C'est difficile de faire ça si ça ne sert pas une vision long terme sur des ambitions sportives. Donc en fait, si t'as pas spécialement la volonté de monter, bah c'est pas étonnant que derrière tu vendes des joueurs sans trop te poser de questions, et sans trop chercher à bien les remplacer. Et c'est ça un peu le plus gros souci, parce qu'à la limite que les joueurs partent, ça il faut s'y faire, c'est la réalité du foot d'aujourd'hui. Mais ouais, c'est clair que par contre, j'ai aussi du mal à voir si le club va réellement quelque part, parce que il n'y a pas vraiment d'anticipation par rapport à cet exemple précis, mais on pourrait parler d'autres choses. Par rapport à cet exemple précis des jeunes joueurs très vite transférés. Ouais, en Oui, fait, quand on se pardon, excuse-moi, vas-y. je veux juste dire que quand on se retrouve dans une saison comme celle-là, à passer, il y a eu quoi, 3 mois entre la victoire contre Thun et la victoire à Baden. Mhm. C'est des cycles comme 4, ça, 4 mois. Ouais, ben voilà. Donc c'est en août. voilà. Je veux dire, on sait que on n'arrête pas de dire année après année que le niveau de la Challenge League est homogène. Et c'est vrai que, comme on disait avant, on a le fort pour relancer les équipes. Et puis on a l'impression, si c'est une ou deux équipes, on dit ok, c'est nos bêtes noires comme ville qu'on rarement on arrive à quelque chose contre eux. Mais on a l'impression, à un moment donné, de devenir, excusez-moi du terme, mais la bonne poire du championnat des fois. C'est un peu l'impression. C'est assez frustrant. Pour dire, la dernière saison où j'avais l'impression que quelque chose avait l'air de plus ou moins se construire sur le futur, c'est la saison 2021-2022. Où au final, on n'est jamais vraiment en danger de relégation parce qu'il y a un cancre du championnat qui s'appelle Kriens. Mhm. Et au mine de rien, à l'époque, l'entraîneur Binotto avait lancé pas mal de joueurs, de nouveaux joueurs de 109 dans l'équipe avec une, ouais, un espèce de nouvel esprit pour avoir commenté le match Xamax Yverdon de fin de saison, cette saison-là. J'avais pu un peu l'interroger par rapport au lancement des jeunes. Et c'est vrai que j'aurais jamais imaginé, après une saison comme ça de transition, que par exemple, la saison 2022-2023 ressemble à ce qu'elle a ressemblé, quoi. Donc c'est un Quand peu, tu dis après l'avoir commenté, tu l'as commenté sur quelle plateforme? je suis, parce que je fais du commentaire pour la radio Global Sport, en fait. Ok. Depuis un an et demi. Et puis là, c'était la première fois où j'allais justement à la Maladière, dans la tribune de presse. Donc j'avais la chance d'être en plus assis à côté du journaliste, Monsieur Xamax pour Arc Info depuis 18 ans, Emmanuel Saraceno. Mhm. Et j'avais été en zone mixte après le match pour recueillir un peu l'impression des coachs, parce que quand on a la chance d'avoir soit Binotto, soit Porté, d'après une saison comme ça, c'était assez intéressant de les avoir. Et ouais, j'en avais parlé avec lui à la fin de la saison. J'avais essayé de savoir un petit peu quelles ambitions pouvaient naître sur une Challenge League avec éventuellement 3 promus à la fin de la saison suivante. Et j'étais à ce moment-là loin de m'imaginer, même si cette saison-là avait été faite de haut et de bas, qu'on allait vivre derrière la saison qu'on a vécue, quoi. Parce Mhm. que c'était assez inimaginable, en fait. On avait l'impression de voir un film d'horreur prolongé 36 journées durant et que ça allait jamais se terminer. Ah, c'est Mhm. clair. Et c'est intéressant parce que ce que tu dis, parce que
c'est un peu symptomatique justement de ce manque de vision vers l'avenir, c'est que effectivement, en fait, après cette saison-là avec Binotto, où bon bah ok, c'est une saison moyenne, mais bon, voilà, t'es jamais en danger et tu fais jouer que des jeunes. C'est le dernier moment où on pouvait se dire bon bah au moins on prépare quelque chose et se dire qu'après ça, après tout ce temps où t'as eu 6 mois pour faire jouer des jeunes, etc. et potentiellement essayer de préparer quelque chose, se dire qu'après ça tu vis la pire saison du club depuis je sais pas, peut-être même historique dans le monde professionnel. C'est symptomatique du manque de continuité qu'on a d'une année à l'autre, ça c'est clair. Mhm. Totalement. Je pense que le rôle premier de la direction, c'est avant tout de garantir la sécurité et des bases financières saines. Ça, c'est de toute façon la base d'un président de club de foot. Il faut que à la fin de l'année, les entrées soient supérieures aux sorties. C'est comme ça que la viabilité d'un club se fait. Donc ça, c'est fait à Neuchâtel. On n'a pas l'impression qu'actuellement le club est surendetté ou quoi que ce soit, et puis que voilà, les bases financières, elles sont stables, elles sont saines. On n'a pas l'impression d'être un club qui est au-dessus de ses moyens. Par contre, là où c'est des fois un petit peu plus flou, c'est dans l'ambition sportive. On a vu par le passé des équipes qui n'avaient pas forcément un énorme budget. Mais si on prend même déjà notre propre exemple, finalement, quand on est revenu en Challenge League, je me souviens plus en quelle année c'était, en 2016, 2015 ou 2016. Ouais, 2015 on est premier, ouais. 15. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc à ce moment-là, on arrive, on n'a pas le plus gros budget de la Challenge League, mais on avait un projet qui était clair. On faisait revenir les anciens de Châtelois. Et puis, si je me trompe pas, alors peut-être que notre invité de la semaine prochaine pourra nous donner un peu plus de détails sur ça, mais on avait l'impression qu'on visait la montée en Super League dans les trois années à venir. Donc nous, on savait en tant que supporter qu'on arrivait, on avait une première année d'apprentissage et puis ensuite de consolidation, mais que voilà, on voulait que l'équipe elle franchisse des paliers chaque année. Alors du coup, on fait une première saison où on termine deuxième, puis ensuite une nouvelle saison où on termine deuxième, puis après ça en est suivi de la promotion. Mais l'objectif sportif, il était clairement exprimé. Et puis, c'est un projet. Oui, pardon. C'est ça, c'est un projet. Et exprimer un projet sportif, ça veut dire construire un effectif là autour, et ça veut dire aussi préparer un peu déjà la saison suivante, parce que quand notre équipe tourne bien, ça veut dire qu'il y a des joueurs qui performent bien. Donc, ça veut dire qu'ils vont intéresser des équipes de Super League ou des équipes à l'étranger. Donc, on doit être prêt quelque part aussi à aller chercher leurs remplaçants ou à les former dans notre propre club. Et actuellement, c'est quelque chose qu'on traîne encore un petit peu, hein. On a beaucoup lu dans la presse les différends entre la Xamax Academy et puis le club. Enfin, c'est là, pardon, la fondation Gilbert Facchinetti et le club. La vérité, on ne la connaîtra sans doute jamais. Et puis moi, personnellement, ça m'intéresse pas de la connaître, la vérité. Mais actuellement, la formation xamaxienne, elle paye encore ces moments-là. Donc ça n'aide pas non plus à se projeter dans le futur. Si je compare, alors c'est un club qui évolue en Super League, ok, mais si je compare au FC Lucerne, eh bien ils ont une première équipe qui depuis quelques années s'est bien stabilisée dans le ventre mou du classement. Ils sont jamais dans le haut du tableau, mais ils sont jamais vraiment trop en danger de relégation non plus. Et puis, ils ont une équipe de M21 qui cartonne dans le championnat de Promotion League. Enfin, l'année passée, ils ont dominé des pieds de la tête le championnat. Et puis, de la tête et des épaules plutôt, et le championnat. Et puis, c'est tout bon pour le futur du club. Et puis, nous, actuellement, est-ce que vous arriviez comme ça à me dire 5 joueurs qui sont actuellement dans la deuxième garniture qui pourraient prochainement venir renforcer le cadre de l'équipe première? Maintenant, c'est même des M19, quoi. C'est des M19, voilà. On a même régressé par rapport à ça, en fait. Oui, ils ont supprimé clairement la deuxième équipe. Ouais, tu me prends dépourvu parce que j'ai moins de suivi, j'avoue, au jour le jour sur les équipes de jeunes. Donc je vais pas forcément répondre quand j'ai pas, mais c'est vrai que c'est très très flou. On a, comme tu le dis, on a très très peu de vision.
on a très très peu de vision de futur. Et j'ai l'impression que le fait d'avoir rappelé les anciens de Châtelois dans le but de faire la remontée sous la présidence de Christian Magli, c'est vrai que on s'est dit d'un côté c'est cool parce que ça rapporte un esprit neuchâtelois, etc. Mais au bout d'un Puis de moment, on la commençait à qualité, ouais, il y avoir la avait des trace. joueurs de qualité aussi. On n'a Il pas y avait juste des joueurs rappelé. c'est ça, mais à un moment donné, on a tiré ces joueurs sans forcément préparer la suite. Et au moment où Gomez, par exemple, est parti et a laissé le poste de latéral droit, on a été obligé d'adapter un joueur qui à la base, enfin qui à ce poste-là, un joueur qui à la base jouait milieu défensif. Donc c'est un peu ce sentiment-là général, d'un côté on garde l'amour du club et on continue d'aller au match parce qu'on aime Xamax et que ça continue de se faire et que ça va pas se passer. Enfin c'est pas il en faut plus que ça pour nous faire passer la drogue du week-end. Mais d'un autre côté, voilà, je pense qu'on a envie que ce blason, ex-club, brille à nouveau, puis qu'on retrouve un peu une place qui soit la nôtre. Parce qu'on est certes une petite région, un petit canton, mais je pense que quand on voit les clubs qui récemment ont réussi à monter, il n'y a pas de raison que nous, on n'y arrive Mhm. pas avec un projet sérieux, quoi. Mhm. Totalement. Et puis surtout qu'on sait que à Neuchâtel, le public ne demande qu'à se réenflammer. En fait, on sait que si tout d'un coup les performances sportives sont satisfaisantes sur la durée, eh ben on a 5 6 000 personnes qui viennent à la maladie. Le public fidèle, il est prêt à venir ou à revenir pour certains. Donc voilà, c'est garanti aussi de plus de rentrées d'argent. Et, enfin voilà, il y a comme ça tout un serpent qui se mord la queue finalement où des bonnes performances sportives ont beaucoup de conséquences positives pour le club et puis enfin il y a le prestige, il y a l'économie, enfin il y a pas mal de choses. Donc oui, enfin on était alors Alex, je crois pas, mais en tout cas, je sais pas toi Sam si tu étais présent au match de préparation contre la Chaux-de-Fonds. Ouais, j'étais là. Ouais. Ouais, t'étais là, hein, c'est juste. Et puis où on a voilà Jean-François Collet et puis et Christophe Moulin qui viennent parler aux fans. Et puis c'est ce qu'on attend hein, finalement du président et puis d'un directeur sportif. Et puis moi c'est vrai que je me serais attendu à un objectif un peu plus spécifique que de prendre du plaisir. Alors oui, prendre du plaisir, c'est un objectif comme ça un peu implicite, mais même s'il nous avait dit non, mais nous on vise la 5e place, on vise entre la 4e et la 6e place. Moi, je voulais pas forcément qu'on vise la promotion cette année, mais au moins ça donnait comme ça un objectif un peu clair et précis pour les spectateurs, vers un projet auquel adhérer. Et puis je me mets aussi à la place des joueurs, ça leur donne à eux aussi quelque chose de précis, parce que du plaisir, on a l'impression qu'ils en ont. Enfin, enfin, le vestiaire renvoie dans les différentes interviews que l'ambiance est bonne et puis que même les passages un petit peu plus difficiles n'ont pas forcément atteint la bonne ambiance au sein de l'équipe. Donc cet objectif-là, on a l'impression qu'il est d'ores et déjà atteint et puis que maintenant, le seul objectif qu'on demande aux joueurs, c'est de pas finir dernier, quoi. Donc, C'est ouais. dans une challenge league comme ça fait quand on le dit comme ça fait peur, mais c'est la réalité en plus de ça, hein. C'est qu'on on est devenu une équipe qui joue, qui vise le maintien tranquille. Pour reprendre une expression d'un ancien président qu'on a eu quand on était en Super League, lors d'une fameuse saison, on vise le maintien tranquille en deuxième division. Et moi, alors, je vais peut-être exagérer mes craintes, etc., mais c'est vrai que moi, selon l'adversaire qu'on prenait en barrage la saison passée, j'étais presque en train d'avoir quelques craintes sur un barrage aller-retour. Après, la Ligue Promotion est faite ainsi que c'est jamais les vrais clubs qui sont déterminés au début de la saison aux places en question qui montent et qui font les barrages. Mais voilà, quand on gagne contre Rapperswil, le match retour de barrage sur le dernier match de Nizzolo, on pousse un gros coup de soulagement quand on sait où est-ce qu'on avait commencé à Ville 12 mois plus tôt, quoi. C'est Ouais, parce que... Ouais. Non, parce qu'il y a aussi ce sentiment, tu parles du soulagement, c'est bon voilà, effectivement, contre le barragiste, on s'attendait peut-être à ce que ce soit pas le match le plus compliqué, mais il y a un peu cette sensation que
en fait, c'est un peu la direction vers laquelle on va, quoi, presque irrémédiablement. Alors, je sais pas, il y aura peut-être chaque année toujours pire, mais c'est vrai que si on en est à vouloir jouer chaque année, espérer chaque année un maintien tranquille, bah, il y a des années où rien ne va, et il faut être honnête, hein, c'est heureusement que c'était une année particulière. Sinon, la direction que prend le club, elle penche plus vers la Promotion League que la Super League sur ces dernières années. On a eu un maintien extrêmement compliqué avec un début cauchemardesque à Chiasso. Bref. On pensait à la base, en début de saison, que le règlement allait jouer en notre faveur d'un point de vue de la montée. On se dit l'équipe va pouvoir monter peut-être plus facilement. Et puis finalement, le règlement, il nous a sauvés. Mais alors, dans l'autre cas de figure qu'on n'imaginait pas du tout en début de saison, c'est-à-dire terminer à la 10e place. Enfin, normalement, toutes les saisons d'avant et puis toutes les saisons futures des prochaines années, le 10e va directement être relégué en Promotion League. Donc c'est vrai que c'était encore... Je t'ai un peu coupé, Michael, parce qu'il faudra gentiment qu'on arrive à la conclusion de cette rubrique. Mais c'est vrai que ce maintien un peu miraculeux par la petite porte à Chiasso. Ensuite, on compte sur un très faible Kriens qui a été très rapidement désigné, relégué, puis mathématiquement relégué en Promotion League. Donc c'est vrai que voilà. Et puis tu as bien fait de l'évoquer, Mathéo, parce que je pense que parmi les supporters fidèles qui restent à la Maladière, qui viennent encore à tous les matchs à la Maladière, voire même comme toi aussi très souvent à l'extérieur, ils demandent en fait que à s'enflammer encore et toujours pour ce club de cœur. Et puis ben ça passe par une expression claire des ambitions sportives et puis du coup des décisions qui sont en cohérence totale avec ça. Nous on demande que ça finalement. L'équipe elle a le droit de perdre des matchs, des fois elle a le droit de faire des mauvais matchs, mais on demande une certaine cohérence sur toute une saison quoi. Non. Ouais. Sur les 3 saisons là de Challenge League, les 3-4 saisons de Challenge League, je pense que le moment le plus stressant sur un dernier match maintien en relégation, c'est vrai que ça a été le match à Chiasso pour avec cette composante supplémentaire que on était encore dans la période de confinement, donc on était contraint, on va dire, à rester chez nous, même pour ceux qui pouvaient se déplacer. Et c'est vrai que ça a été, on pouvait pas perdre par plus d'un but d'écart, et c'est vrai que on peut perdre par 2 buts d'écart, je crois. Ouais, 2 buts d'écart, mais il y a ce 2-1 qui vient et tout. Il y avait déjà 2-0 au bout d'une vingtaine de minutes, quoi. C'est ça. Voilà, tout ça. On en a pris tout le match, quoi. Je veux dire, c'est des moments, quand on est derrière son ordi, en plus, avec le site de la SFL et puis le match muet, donc il y a même pas. Je faisais les 100 pas, vraiment. Ah ouais, non, mais c'était. Moi, j'ai même la connexion qui a frisé à un moment, je devenais fou. Ouais, enfin bref, on devient fou, mais c'est aussi un peu ce qui apporte pas la passion, on va dire. Ouais. Merci beaucoup pour ton témoignage, Mathéo, qui était fort intéressant. Le temps passe, donc on va passer à la rubrique suivante, Histoire du club, le quiz des joueurs. Et là, je passe la parole à notre Julien Lepers. Sam. T'as plus Père Castor maintenant? Non, maintenant c'est Julien Lepers. T'as changé la formule, donc voilà. Alors, je compte sur toi pour gagner le petit Larousse à la fin. Voilà, sur les questions d'aujourd'hui, je me suis assez basé sur l'Europe. Donc, ça va faire travailler un peu vos cerveaux, vous apprendre des choses, sûrement. Bon, alors merci pour ceux qui n'ont pas connu Xamax en Europe, c'est-à-dire 3 des 5 présents du jour. Alors, la première question, je m'excuserai d'avance si je le prononce très mal, le premier nom. Est-ce que le club du Sportul Studentec vous parle? Non, mais ça a l'air roumain, mais sinon, non. Aucune idée, alors. Et toi, Mirko, ça te parle? Oui, ça me parle. Ça me parle. Où est-ce qu'ils sont déjà, ceux-là? Attends, laisse-moi réfléchir un peu. Ouais, c'est des Roumains, c'est sûr. On les a joués avec en Coupe de l'UEFA, je crois. Ouais. C'était en la saison 85. On les a joués en aller-retour en septembre et octobre. On avait gagné 3-0 à domicile et puis on a fait un petit 4-4 au retour. C'est la même année où on a fait le match contre le Real. Ouais. C'est... Alors, j'y étais pas, évidemment, j'avais que 2 ans à ce moment-là, mais c'est quelque chose que je me souviens avoir lu quelque part, ouais. Sportul Studente, ouais.
Enfin, ça se prononce sûrement pas comme ça, mais ouais. Deuxième question. Je pense que là, il y a plus ou moins tout le monde qui pourrait y répondre. Lors de la saison 14-15, quel arrière-gauche signe chez nous? Il a joué pour Bastia, Saint-Étienne, Grenoble, Sochaux et Delémont. Quel quoi, t'as dit? Le poste? Quel arrière- Latéral gauche. Pardon, vas-y, je t'en prie. Quel arrière-gauche signe chez nous? Ah, Saison 2014-15. on le dit ou on attend que. Bah, vas-y, Ouais, Michael, je- si tu veux. Bah, c'est Sauget. Exact. J'ai pas compris. David Sauget. David Sauget, ouais. Je crois qu'il a fait une saison chez nous. Il a fait Ouais, une ouais. saison chez nous. Quelle année t'as dit en... Promotion League. 2014-2015. C'est Oui, ça, c'était il est Promotion venu League. il est venu en Promotion League, hein. Ouais, exactement. Ouais. Ouais, Il c'est ça. venait de Delémont. Ouais. La troisième. Quelle coupe remporte Neuchâtel Xamax en 1990? Alors, c'est pas la Coupe de Suisse, hein, déjà. Je vais te tester au hasard, mais la Coupe des Alpes. Ouais. Non, même pas. Il n'y avait pas une super coupe à l'époque? À l'époque, il y avait une super coupe, mais c'est pas la super coupe. Ah, c'est pas La celle-là. coupe, Hein. la coupe Intertoto. Oh, Ouais, non. hein, Non, non, c'est la ok. vainqueur de la Coupe d'été de l'UEFA. Ce qui est D'été équivalent à de l'époque. l'UEFA. Ouais, c'était l'avant l'Intertoto, on va dire. J'ai trouvé cette info sur le site de Xamax, donc s'il y a quelque chose qui est faux, il faudra se plaindre chez eux. Il y avait quoi comme adversaire à l'époque, juste qu'on regarde. Alors, il y avait le Sportul Studente, il y avait... Alors, j'ai pas Non, mais je suis pas allé chercher les adversaires, mais ok, Ah, purée, d'accord. ça remonte avant l'époque où je suivais le club, mais alors je me souviens même pas du tout de ça, d'avoir lu ça quelque part, hein, honnêtement. j'ai vu ça sur le site de Xamax, donc s'il y a erreur, vous savez où on peut allumer le feu. Ouais, peut-être que Alors, Grégoire, qui était notre invité il y a quelques épisodes, il avait la réponse. Mais ouais, non, ça me dit rien du tout. bon, au moins comme ça, vous apprendrez quelque chose en plus. Mais oui. Pour la quatrième question, comme vous le savez, Neuchâtel Xamax a participé à plusieurs Coupes d'Europe. Est-ce que vous savez combien de Coupes des clubs des champions Neuchâtel Xamax a participé? L'actuelle Ligue des Champions. Bah, 2 du coup. 2, ouais. Ouais, Ah, il y exact. a un pied. Ouais, ouais, bah oui. Ouais, ouais. Oui, il fallait être champion de toute façon. Mais il y a un piège à con, là. Il l'aurait pas posé. Combien pour de, faire croire qu'il y a un piège à con. combien de Coupes UEFA on a participé? Ah, ouf. Alors, Ça, c'est plus compliqué. la Coupe UEFA. Oh. Un peu plus compliqué là. Hein. Je sais même plus, il fallait être combien? Deux. Il fallait troisième, 2 ou participait. 3. 2 ou 3. Ok. La 5. Coupe UEFA, je dirais, trop. il y a en tout cas 4 campagnes, c'est sûr. Non, ça doit être plutôt 5, voire même 6. Plus même, ok. Je veux dire 8. 8. Ah, qui dit Alex, mieux? tu dirais quoi? Moi, je dirais 6, moi. Eh ben, personne n'a juste, c'était 10. Ah, putain, on a Excellent. fait 10 fois l'UEFA. Ouais. À combien de Coupes Intertoto on a participé? Voilà, ça a pas duré super longtemps, cette coupe intertoto de mes deux, là. Trois. Je dirais 3-4 fois, hier plus. 3 ou 4 fois? Ouais, On a participé à 3. 3. Ouais, j'avais dit 3. Et puis, dans ce domaine de participation, combien de Coupes des Coupes on a fait? Alors 0. là, on a peut-être... Non, je pense qu'on en a fait une parce qu'on a dû jouer une équipe joué qui a contre fait un le champion doublé. Je pense qu'on a joué contre c'est un vrai champion grâce au ouais. père. On a dû en faire une de Coupe des Coupes. C'est possible, ouais. On en a fait une, ouais. Ah. Exactement. Est-ce que tu confirmes que c'est l'année où on perd contre Getse? T'as été aussi loin dans les stats ou bien? Je suis pas allé regarder, mais c'est bien possible, ouais. Ce serait pas étonnant, du coup, que ce soit Getse. Il me semble que vous avez fait un doublé. Il me semble que vous avez fait un doublé, puis on avait fini deuxième, quelque chose comme ça. Hmm. Je vais pas vérifier. Non.
Alors, est-ce ils ont fait le doublé non, non, pour qu'on ait joué la coupe des coupes, il fallait qu'on soit finaliste contre le champion de Suisse. Contre le champion, ouais, ou la gagner, Parce mais du que coup, c'est pour ça que. sinon, si on terminait deuxième, le premier partait en coupe des clubs champions, et puis le deuxième partait en UEFA, et c'était le finaliste de la coupe qui Oui, bah, c'est partait. le gagnant ou le finaliste, de toute Ouais. façon, ouais. Gagnant ou Donc, finaliste en cas de doublé. voilà. On enverra notre chef statistique répondre à cette question. Il donnera sa réponse la semaine prochaine. S'il l'a pas déjà trouvé d'ailleurs. 6e question. Mis à part le championnat, qu'est-ce que Xamax a gagné en Suisse? Bah, du coup, la Supercoupe. Ouais, c'est la Supercoupe, on l'a gagnée Ouais. 3 fois. Ouais, c'est vrai que ça existait aussi à l'époque, ça. Ce truc existait. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a encore dans pas mal de pays, hein, en France, ils appellent ça le trophée des champions, je crois. Ouais. Mais chez nous, il y a plus, ça intéresse tellement C'est- personne. Ouais. Avec des formules un peu tordues selon les pays. Mais du coup, on l'a gagné à l'époque où on avait fait nos titres de champion, parce que vu qu'on n'a jamais gagné la Coupe de Suisse, c'était quoi les périodes de victoire? T'as pu voir ça, Sam? J'ai pas regardé, mais je pense que c'est les 2 fois où on a gagné le championnat. Et je Ouais. pense une fois, c'est quand une équipe a fait le doublé, puis on était deuxième ou finaliste de Ouais. coupe. Pour la Ok. troisième. Ouais. Et puis T'as l'impression, c'est comme à l'école, quand le prof il pose les questions, t'as toujours des élèves un peu chiants qui vont dans les détails des réponses. Ah, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Oui, Bien, mais merci. monsieur, qu'est-ce qu'il faisait, Pythagore, quand il a découvert son théorème Donc voilà. J'ai une T'as encore des questions? Une dernière question. j'ai une petite dernière. Je me suis dit, elle pouvait être sympa. Petite dernière. Entre les plus larges victoires et pires défaites en Europe. Alors la première, quelle est la plus large victoire que Neuchâtel Xamax a fait en Europe? Celtic. Ouais, je pense que c'est le Celtic, ouais, plus 4. Ou alors il y a eu des obscurs premiers tours de coupe Possible. Alors non, UEFA. non, c'est pas le Celtic. Ça s'est passé en 97-98. C'était contre le Tigul Tiraspol. On avait gagné 7-0. Ouais, voilà. Donc il y a des Moldaves, il y a encore plus obscur. C'est ça. Et la pire défaite? Alors là, j'ai peur que ça ravive des mauvais souvenirs. Je Galatasaray, pense que c'est le Galatasaray 5-0 à Istanbul. à Istanbul. Ouais. Ouais. Ouais, je pense, ouais. Alors, en nombre de buts encaissés, non, c'est pas Istanbul. C'est en Coupe Intertoto 2000. On a perdu 6-1 contre Stuttgart. Ok. Ok. Mais c'est vrai que Galatasaray, on pourrait le mettre aussi dans les pires au niveau de la différence de Ouais, goal. celle-là, on l'a pas oublié, hein. Putain. Ouais. En plus, quand on se balade sur Twitter, et il y a Ouais. tout le temps des obscurs turcs qui mettent des vidéos de ce match 30 ans après. Ouais, ça les a Ouais. marqués. Match pas du tout Ça truqué, les a marqués. on va faire ça. Personne, bizarrement, ne mentionne toute la corruption qui a eu lieu autour de ce match, mais bon. Oh là là, mais Ah Les ouais, statistiques franchement. retiendront qu'ils ont retourné le match, ils ont retourné la confrontation. quoi. Galatasaray a même fait une vidéo d'intro de match où il y a une tombe avec marqué Xamax et puis le score et tout. Hein. Ouais, avec d'autres équipes qu'ils ont battues. Ils sont vraiment pas gentils. Hein. C'est jusqu'au bout, hein. Jusqu'au chambrage. C'est compliqué. Et Dieu merci, on n'avait pas Gristing dans l'équipe parce que il serait castré. oui. du coup. Ouais, c'est clair. Il n'aurait pas perdu le Philippe, il n'aurait perdu les deux. Ok, bon, merci Sam. Avec plaisir. Du coup, on va passer la parole à Michael pour la stat inutile, donc indispensable. Donc, comme je le disais en intro, tu as dû un petit peu te creuser puisque la stat inutile et donc indispensable du jour ne peut pas faire office de préparation, de présentation du prochain match. Donc, qu'est-ce que tu nous as dégoté pour aujourd'hui, Michael? Ouais, donc voilà, comme tout le monde, comme ça intéresse tout le monde, j'ai décidé de mettre Baden à l'honneur. Voilà, on est clairement là-dedans, hein, dans la stat inutile. Donc après 6 premières journées difficiles, hein, Baden était à 4 buts et 17 encaissés, donc pour 2 points pris. Ils se sont ensuite repris lors des 6 journées suivantes, donc de 7 à 12, avec 7 buts marqués et 7 encaissés, mais pour un bilan de 11 points. Donc en fait, si les buts marqués et encaissés étaient équilibrés, c'est juste parce qu'ils avaient pris un 4-0 contre Sion. Donc sur cette tranche de 6 matchs, il y a que Sion et Thun qui faisaient mieux, les deux leaders.
Et Bellinzone faisait tout aussi bien. Donc ça laissait imaginer un rythme enfin trouvé pour la Challenge League, une équipe qui se prend enfin et qui démarre, ce qui pouvait potentiellement être de bon augure avec Chafouz qui a mis très longtemps avant d'enfin engranger des victoires. Mais les Argoviens sont malheureusement, et je dis malheureusement parce que j'ai un peu plus de sympathie pour eux que pour les autres équipes concernées par le maintien. Bon voilà, ça on l'aura peut-être compris sur des choses qu'on a pu dire précédemment. Sur ces Alors, je crois qu'on a 11. compris que Michael n'aimait pas Vaduz, n'aimait pas Chafouz, n'aimait pas Bellinzone. Bon voilà, voilà donc ils sont malheureusement retombés dans le rythme de relégué avec seulement 3 buts marqués et 12 encaissés pour un total de 3 points hein, entre la 12e et la 17e journée. Alors ils ont encore un derby argovien pour terminer un petit peu mieux ce tour, mais leur bonne période aura été de très courte durée et ils rentrent dans le rang un peu en cravachant comme c'était un peu prévu compte tenu de leur budget pour leur survie dans la ligue. Mais je pense que c'est même il y a même de quoi un peu s'inquiéter. En quelques chiffres, c'est quand même la pire attaque à égalité avec Chafouz, mais de très très loin la pire défense avec 2,12 buts encaissés par match à cause de nombreux scores élevés comme notre 4-0, le 4-0 contre Sion, le 6-0 contre Thun. Pour comparer, c'est la deuxième pire défense, c'est Vaduz avec 1,61, donc c'est très très loin. Et c'est vrai qu'une très mauvaise attaque avec une défense qui concède extrêmement facilement, je pense qu'on a peut-être là le favori à la descente si Chafouz corrige sa vilaine tendance à ne pas gagner des matchs où ils ouvrent le score, parce qu'ils ont déjà ouvert 9 fois le score, mais 78% des temps ils ont fait ou nul ou défaite, avec seulement 2 victoires dans ces configurations-là. Donc je pense que il y a peut-être une petite marge supplémentaire pour Chafouz si tant est qu'il se reprenne un peu, et pour Baden il va falloir se reprendre un petit peu, notamment au niveau de la défense. Voilà, un petit point sur Baden hein, qui semblait un peu mieux et qui retombe dans ses difficultés. Un point Baden qui vous a tous intéressé en tant que grand fan du football argovien, je pense. Oui, pour fêter le plus grand club de football du canton d'Argovie, évidemment. Évidemment. Donc, voilà. Merci beaucoup, Mickaël. Donc, chers auditeurs, c'est bientôt la période de Noël. Si dans vos soupers de Noël, vous savez pas tellement quoi dire à votre famille, parce que c'est un peu tout le temps la même chose à Noël, on raconte les mêmes choses, n'hésitez pas à prendre contact avec l'équipe de Xamcast. On va vous donner des sujets de conversation intéressants, notamment voilà les statistiques concernant le FC Baden. Je suis sûr que votre grand-maman, elle sera ravie de vous entendre parler du FC Baden pendant le souper de Noël. Donc Bien sûr. voilà. Évidemment, ça ne On fait concerne pas ça, que moi. on fait du consulting gratuit, je précise. On ne se fait pas d'argent sur votre dos. On vous aide à améliorer vos compétences sociales en société. Du coup, Évidemment. voilà. Ok, messieurs, on arrive gentiment à la fin de cet épisode. Ben, un grand merci tout particulièrement à toi, Mathéo, d'avoir été avec nous à l'antenne aujourd'hui. Mais merci à vous, les gars. Merci de l'invitation. C'était un vrai plaisir de parler avec vous. Plaisir entièrement partagé. Donc, on vous le rappelle, la semaine prochaine paraîtra un épisode un petit peu particulier, puisqu'on fera, comme on l'a dit dans cet épisode, le bilan du premier tour, mais on aura l'occasion et le privilège d'accueillir Greg Bingley, actuel speaker et administrateur du club. Et puis, il viendra avec plaisir répondre à toutes les questions qu'on ne manquera pas de lui poser. On se réjouit déjà de l'accueillir à l'antenne. Et puis ensuite, l'équipe de Xamcast prendra une pause bien méritée pendant les fêtes, avant de vous retrouver à une date encore pour l'instant indéterminée en janvier. On sait déjà quand reprendra le championnat, mais on n'a pas encore décidé ensemble quand reprendrait les épisodes de Xamcast. Donc, on vous tiendra informé sur nos différents réseaux à ce sujet-là. Donc, du coup, merci à toi, Alex. Merci à toi. Bah, Alex, il est carrément parti, du coup. Il n'a pas attendu la fin. Merci à toi, Sam. Avec plaisir. Merci, Mickaël. Avec plaisir, c'était sympa. Merci à vous, chers auditeurs. Et puis, bonne semaine à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Ciao. Bye bye.